Ok, alors bonsoir tout le monde. Alors, nous voici pour un nouvel épisode de Ça reste entre nous. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui partage on partage beaucoup de passions communes. Alors, Atman, est-ce que, en général, est-ce que ça te dérange de te présenter ou tu préfères que je te présente comment moi je te vois? Comme tu le sens, moi Écoute, je Atman, bien tu es quelqu'un qui est passionné de sport et passionné de tourisme et qui en a fait un métier. Ça Pour résume l'instant, plutôt 10 bien les sur choses, ça va. Et aussi, tu aimes entreprendre. Tu aimes entreprendre. Alors, je sais que dans une vie antérieure, mais pas si loin que ça, tu étais très corporate. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors moi, il y a pas plus de 6 ans, Mhm. c'est ça, il y a 6 ans de cela, j'étais un gros cliché. Moi, je me levais tous les matins en costume cravate, noué jusque-là, pour aller dans des tours de verre énormes. Genre, tu peux pas faire plus cliché, en fait. Je travaillais à la Défense dans une banque énormissime Ok. qui doit faire beaucoup de mal autour d'elle. Et moi, j'avais pour rôle de m'assurer que tous les risques étaient maîtrisés. Donc, j'étais à l'inspection générale. Et on nous envoyait un peu partout pour nous assurer que tout se passait bien. Donc on arrivait un peu en mode de cow-boy gentil, mais cow-boy parce que Autorité attention, c'est le khla. quand même. Et c'était hyper intéressant. Moi, j'avais commencé par des vrais boulots de merde. D'accord. Comme quoi, par exemple? De l'audit au début. Moi, j'ai fait de l'audit pur et dur. Hein. J'étais chez EY et j'ai fait de l'audit. Donc, bon, t'apprends des trucs, mais c'est pas très stimulant. Il joue bien sur l'aspect on est qu'entre jeunes et il y a une bonne ambiance. Ouais. Parce que si tu enlèves ça, c'est une horreur. Et le salaire aussi, j'imagine. Ça va, les salaires sont pas mal, non? Ça motive un peu, non? Pas au début. Non, on te motive avec des augmentations, des trucs comme ça. Ils font ça très bien, ça, ils savent faire. Et j'ai quand même passé 4 ans là-dedans. Après, je suis passé à la Société Générale, où là, c'était 1000 fois plus intéressant. Vraiment, c'était stimulant intellectuellement. Tu rencontres des gens de haut niveau, tout ce que tu veux. Mais il y a quand même un petit manque, tu vois. Il y a un vide quelque part. Tu te dis, ok, là, c'est cool, franchement, mais c'est pas ce que je veux faire, en fait. Ouais. En fait, ça a beau être cool, ça a beau être bien payé, cool et tout ce que tu veux. Si t'as pas de réel but dans la vie, ça va pas te déranger tant que ça. Tu vas continuer à te laisser vivre jusqu'à 45 ans et tu vas dire, merde, mais j'ai pris aucune décision. Ouais. Mais quand tu sais déjà ce que tu veux faire, ça a beau bien se passer, puis tu te dis, mais c'est toujours pas ce que j'ai envie de faire réellement. Mais est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Parce que tu sais, je parlais avec un copain et on parlait éducation. Et alors, c'est le podcast précédent avec Majid. Et on parlait au lycée, les conseillères d'orientation, etc. Parfois, on nous demande déjà très tôt de prendre des branches, S, ES, etc. Et on ne connaissait pas forcément les débouchés. Et une fois, en fait, tu te lances dans des études souvent après le bac parce que c'est une pression. C'est, regarde, ton cousin, il a fait ça, il va faire ça, c'est très bien. Et on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Mais toi, quand tu étais en plein dans un métier plutôt super, j'imagine que tout le monde autour de toi était fier. Mais tu savais déjà ce que tu voulais faire à part ça? Ouais. Tu avais une idée précise? La réponse est oui. Alors tout le monde était fier. Moi, j'étais entouré de gens qui comprenaient surtout pas grand-chose. Écoute, on est entouré des mêmes personnes. À part mes potes à moi, genre si tu élargis un peu le cercle à la famille, tout ça, laisse tomber. J'ai complètement. Mais mon fils porte un costume cravate, ça leur va très bien. Ouais, même pas. Moi, j'ai eu la chance de même pas avoir des parents vraiment comme ça. Mais bon, quand même, ce que tu dis reste vrai, même pour des parents comme les miens. C'est quand même plus rassurant d'avoir un gamin qui a un boulot bien stable, etc. Ouais. Qu'un gars qui te dit moi je plaque tout et je vais aller à El Gaga voir s'il n'y a pas moyen de monter des expériences. Ouais. C'est certain. Mais du coup, je savais que je voulais faire du tourisme. Ça, c'était très clair. Ouais. Moi, déjà, quand j'étais étudiant, j'avais organisé ce qu'on appelait le Spring Break. On prenait 50 étudiants de mon école de commerce. Et donc 50, ce qui est quand même assez costaud quand tu n'as jamais fait ça toute ta vie. Bien sûr, c'est certain. On en a pris 50 et on les a emmenés 4 jours à Marrakech en mode Spring Break. Donc vraiment la teuf. Alors, donc un truc à l'américaine, à l'américaine, mais à la marocaine. Parce qu'on essayait de mettre un peu de culture au centre de tout ça. Genre, on leur faisait faire des visites, on les emmenait dans la RPI. Donc c'était culture, nature, fête. C'était les 3 axes. Super. Et avec beaucoup de fêtes quand même. Plus que de nature. Écoute, des étudiants. Mais au moins, ça leur a fait découvrir le Maroc sous un bel aspect, c'est le moins qu'on puisse dire. Découvrir le Maroc, tout court. Tu es d'accord avec moi que très peu de Marocains connaissent vraiment le Maroc profond. On est souvent axé Espagne, France, etc. pour les vacances. Il faudrait déjà organiser des spring break pour les Marocains, en fait. Tu as tout à fait raison. Ouais. Mais du coup, cette toute première expérience touristique, moi, elle m'a marqué. Je m'en étais pas rendu compte à l'époque. Hein. Tu m'aurais dit, si je pouvais en faire un métier, ça, c'est top. Alors, je me suis pas dit ça sur le coup. C'est ça qui est marrant. Hein. Non, sur le coup, j'étais encore, moi, je veux faire de la fusion-acquisition. Mais c'est quoi au juste?
Je sais pas, mais je On va faire pense un que peu c'est de ce que je veux fusion, un faire. peu Je pense que c'est ce d'acquisition. que je veux faire. Mais plus tard, j'étais en Chine et j'avais pas encore tout à fait fini mes études. J'avais commencé à bosser, mais j'étais en train de faire une espèce de master, un double master, quoi. Et j'étais à Beijing et j'ai rencontré une nana là-bas qui parlait français, qui avait vécu en France, qui était super smart, qui faisait plein de trucs et tout. Et je lui parlais, j'arrêtais pas de lui parler du Maroc. Et elle kiffait, donc elle leur demandait, etc. Et moi, de toute façon, en règle générale, quand je voyageais, j'étais en mode ambassadeur. Ambassadeur de ton pays. Et donc, elle m'écoutait. À un moment, elle me dit, tu sais, là, les Chinois, je pense qu'ils adoreraient le Maroc. Je lui dis, ah bon, parce que moi, je m'y attendais pas. Pour moi, les Chinois, C'est Paris. comme les Marocains, Ouais, c'est Paris, c'est New York, etc. Rome. Et elle m'a dit, ah ouais, ils adoreraient le Maroc. Là, ceux qui ont le plus d'argent, ils commencent déjà à avoir bien fait le tour. Et le gros challenge, là, c'est de leur proposer tout le temps de nouvelles destinations. Et du coup, le Maroc, ça serait un truc de dingue pour eux. Oui, Diliating. Je dis, putain, ils sont nombreux quand même. Et elle me dit qu'ils aimeraient bien venir. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent. Moi, écoute, on est deux. Hein. Nous aussi, on aimerait bien. Et donc ça m'est vraiment resté dans un coin de la tête. Et avant même de commencer à bosser, je savais que j'avais un plan. Bon, le plan était 1000 fois plus long que prévu initialement. Moi, je pensais que j'allais rester 2 ans à Paris. D'accord. Parce qu'ils se sont transformés en 6. Ouais. Mais je savais que j'allais rentrer et ouvrir une agence de voyage qui initialement devait s'appeler 88 Dragon Tour. D'accord. Donc vraiment ciblé, Vraiment super ciblé, quoi. Parce que le 8, c'est leur chiffre porte-bonheur. Ouais. Si tu leur en mets 2 dans le nom de la boîte, ils vont Ça, signer il avec toi. bien. Et finalement, ça s'appelait Chef Travel, mais ça a quand même commencé vraiment ciblé chinois. Moi, au début, je ramenais que des Chinois. D'accord. Avec cette même dame. D'accord. Que j'avais rencontrée 7 ans auparavant. Ouais. Et donc, on a commencé à organiser des circuits pour Chinois, très haut de gamme. D'accord. Et après, ça c'est vite parti en vrille. C'est-à-dire, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que le chinois, forcément, tu t'es dit, haut de gamme, c'est ce qu'il va leur falloir. Ils vont pas vouloir... Moi, j'ai fait ni analyse, ni étude, ni rien. Tu es parti au feeling. Moi, mon analyse, c'est elle. Et elle m'a dit, les Chinois qui vont venir au Maroc, c'était en 2016. Ouais. Ils avaient encore besoin de visa et tout. Il y avait peut-être 9000 Chinois qui venaient par an à l'époque, et dont l'écrasante majorité venait pour boulot. Et donc en 2016, elle m'a dit, les seuls Chinois qui vont venir au Maroc aujourd'hui, c'est des Chinois qui ont déjà été à Paris 5 fois. D'accord. Celui qui n'a pas encore été 5 fois à Paris, s'il en est à sa 3e et que tu lui proposes le Maroc, il va dire, je vais aller à Paris une 4e fois. C'est caricatural, mais c'est ça. C'est vraiment celui qui va venir au Maroc, il a fait le tour. Et celui qui a fait le tour, il a de gros moyens. Donc, il faut s'adresser à une clientèle très haut de gamme pour proposer le Maroc. Et de toute façon, étant donné la différence culturelle, bon, alors différence, c'est pas différence. Hein. Moi, le truc qui m'a le plus marqué quand j'étais en Chine, c'est que les Chinois, c'est des Marocains. Ouais. C'est des Marocains, vraiment. J'ai jamais Chinois. vu un peuple avec qui on partage autant d'aspects culturels. C'est un délire. Mais dans le voyage, ils sont différents. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, on leur proposait des trucs super haut de gamme avec que nos palaces de ville en ville, etc. Donc, c'était quoi les grandes villes que tu servais? Donc, Marrakech, Agadir, j'imagine, Fès, peut-être? Agadir, non, du tout. D'accord. Agadir ne faisait pas partie du circuit classique. Moi, ils atterrissaient à Casa. Et ils faisaient Casa, Rabat, Meknes, Chaouen. D'accord. Ils passaient la 2e nuit à Chaouen. Donc, la première nuit, ils arrivent, ils dorment à Casa. Ensuite, ils dormaient à Chaouen, puis 2 nuits à Fès. Hop, ils font Fès, Merzouga, 2 nuits. Hop, Ouarzazate, 1 nuit, Marrakech, 2 ou 3 nuits en fonction de la durée du séjour, une dernière nuit à Casa avant de partir. D'accord, ok. Donc c'était ce qu'on appelle le circuit des villes impériales, avec un petit bonus qui est Chaouen. Parfois, quand le séjour était encore plus long, il y avait un 2e bonus qui est Souera. D'accord. Mais Agadir, presque jamais en fait. D'accord. Et donc c'est un beau tour du Maroc. Tu repars, c'est magnifique. T'as vu une diversité. Tu as quasiment tout vu. C'est un délire. Ça les choque, ça les marque. Ils te disent, mais on voit plus de diversité en 7 jours au Maroc qu'en 2 semaines en Europe. C'est sûr, c'est vrai. Et ils voient des ethnies dans tous les sens, des gens qui, t'as l'impression qu'ils viennent de continents différents. Ouais, Chaouen, la ville bleue, ensuite ils partent dans le désert, ensuite la mer, ensuite... Quand tu pars de Chaouen et que tu arrives à Merzouga, et que tu essayes de te rappeler que 3 jours avant tu étais à Chaouen et que c'est les mêmes gens... Enfin, les mêmes gens, non, mais bon, t'as compris, c'est le même peuple, c'est la même nation, entre guillemets. C'est assez exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits dans le monde où tu as cette diversité-là aussi concentrée. Même de paysages. Passer de la neige au désert en 4 heures de route, même pas. C'est incroyable. C'est aussi, je pense, unique. Donc ils adorent. Sauf que moi, j'ai commencé à poster un peu tout ça sur mes propres réseaux. Et très vite, j'ai commencé à être sollicité par tout un tas de monde. Surtout plein de potes qui voulaient m'envoyer leur boss. Et il me disait, voilà, là, mon boss, il va aller au Maroc, il me pose des questions parce que je suis marocain, mais moi, je connais rien, je sais pas quoi lui dire, est-ce que tu fais ça? Et du coup, je pense que j'ai jamais dit non.
J'ai toujours dit ouais. Et là, j'ai commencé à recevoir des demandes assez farfelues. Et moi, c'est comme ça que je me suis diversifié au départ. D'accord. Je me suis diversifié par les demandes de mes clients. D'accord. Il y en a qui me demandaient des treks dans des spots que je connaissais pas réellement, dont je n'avais jamais entendu parler. Parmi mes tout premiers clients, il y en a un qui m'a demandé un trek à Jbel Sahro. Jbel Sahro, je connaissais pas. Et quand je suis allé voir les photos, je me suis dit waouh, on a ça chez nous. Je tape Jbel Sahro et je tombe sur des paysages à la Bip Bip et Coyote. Et je me dis waouh, ça normalement là c'est le Colorado, on a ça chez nous. C'est un délire. Et ça a pas arrêté. Donc tu testais les circuits, ensuite tu leur disais ok, exactement. venez. C'est ça. Et donc petit à petit, moi j'ai commencé à tout tester, j'ai presque tout fait. Il y a quelques endroits encore où j'ai pas été. Il y a Figig. D'accord. Figig, par même Chitler. J'attends ça, c'est sur ma liste. Figig, voilà, bref, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'imagine. Aussert. Mais Aussert, c'est un peu dangereux. C'est des endroits où tu as des plaques avec attention, mine. Ah ouais, ok. Mais d'un point de vue paysage, c'est absolument incroyable. Ouais. Mais à part des petits spots comme ça, un peu hors des sentiers battus, grâce à mes clients, j'ai tout fait. Super. Et même d'un point de vue activité. On m'appelait pour du canyoning, du rafting, de la plongée sous-marine, du kitesurf, de l'escalade, de tout. Quoi. Ok. Après, même d'un point de vue thématique culturelle, il y a des thématiques auxquelles tu penses pas forcément. Et moi, je suis tombé sur des groupes qui me demandaient de ces trucs. Genre, ouais, nous, on est des passionnés de gémologie. Alors, va taper gémologie d'abord sur Google. Et après, voilà, eux, c'est des gars qui voyagent à travers les pierres précieuses et semi-précieuses. D'accord. Le Maroc est hyper riche il y en en a termes beaucoup, c'est vrai. Donc, tu as des thèmes comme ça. En veux-tu, en voilà. Nous, on est un pays hyper intéressant pour tout ce qui est étude des oiseaux, les ornithologues. D'accord, ok. Ils vont le parc sous Massa et ils s'assoient comme ça pendant longtemps. En espérant voir un ibis chauve. Et t'as plein de thèmes comme ça. Et sur les traces des dinosaures, en termes d'histoire. Bien sûr, de préhistoire aussi. On a beaucoup de choses, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ce qui m'a le plus frappé. Je me suis dit, c'est incroyable. Parce que moi, je connaissais rien au tourisme. Moi, j'étais un banquier avant. Donc j'arrive et je viens avec les mêmes a priori que n'importe quel Marocain lambda qui connaît pas bien le tourisme. Et du coup, pour moi, le tourisme au Maroc, c'était bien développé pour moi. Moi, ce que je pensais avoir appris, c'était que c'était quand même l'un des principaux secteurs du pays. Du coup, pour moi, là, il était bien développé, structuré, il devait y avoir une bonne concurrence, plein de produits, etc. Et je me suis dit, mais c'est ouf, en fait, il y a plein de gens qui font tous le fameux circuit des villes impériales dont je te parle tout à l'heure. Il n'y a que ça. Ou là, des circuits déserts depuis Marrakech. Mais est-ce que tu as eu aussi beaucoup de... Tu as vu qu'il y avait beaucoup de clientèle marocaine, ou tu en as eu très progressivement? C'est même pas que j'en ai eu progressivement, c'est que je l'ai tiré. Hein. Il a fallu la tirer bien fort. C'est intéressant ça. Non, c'est principalement des étrangers. Les mêmes produits que je proposais à mes étrangers, pour les proposer à des Marocains, il fallait vraiment tomber sur le concours de personnalité et de circonstances. Parce que tu as des Marocains qui ont envie de découvrir ce que tu fais, mais avec une capacité d'organisation nulle, une motivation nulle. Et à la limite, tu dis... C'est normal, c'est humain, c'est parce qu'il n'a pas encore vu. Mais ce qu'il y a de plus triste encore avec le Mrarva, c'est qu'il y en a que j'ai réussi à finalement convaincre. Ils sont venus, mais ils sont revenus, mes chers, des étoiles plein les yeux. Ils en ont parlé pendant 2 semaines comme des fous. Mais alors pour réussir à leur faire un second trip, mais il faut attendre des années, hein. C'est pas des mois. Ah ouais, c'est pas dans la culture. Non, nous on est encore dans le cliché. Par exemple, là on est mi-fin novembre. Le réveillon, typiquement, après les Walou. Il n'y a aucun germanique de la planète qui ne sait pas encore ce qu'il va faire le 31 décembre. Le Marocain, tu lui parles du 31 décembre, il va dire pour lui, c'est loin. Et il se complaise à te dire, ouais, moi, je ne sais même pas ce que je fais demain. C'est vrai que c'est affolant. Mais moi, je trouve... tu sais, je t'ai raconté une anecdote tout à l'heure, mais je vais la répéter. On va faire semblant comme si c'était la première fois que tu l'écoutes. Classe. Alors, en fait, la première fois où je suis parti... où j'ai visité le désert, c'était comme quasiment chaque année, on partait, comme tout bon Marocain qui se respecte, on partait en Espagne. On finissait par partir, tu sais, l'Andalousie, forcément, quand on dit l'Espagne, et même l'Espagne, on connaît, tous les Marocains, enfin quasiment, connaissent l'Andalousie, Fuengirola, etc. Et Granada, Séville, etc. Et on avait dit, bon, on a voté. Une année, mon père nous a dit, écoutez, on a assez visité l'Espagne, etc. Venez, on fait autre chose. Venez, on visite le Maroc. Vous ne connaissez pas le Maroc. Ma mère nous a dit, ouais, vous devriez partir un petit peu visiter d'autres régions. Arrêtez avec l'Espagne, etc. Et moi, bien sûr, 14, 15, 16 ans,
l'Espagne, mais qu'est-ce que je vais partir au Maroc avec mes frères, m'enfermer dans une voiture pendant des heures, le cagnard, etc. Non, 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 l'Espagne. Et donc on a voté. Eh ben, tout le monde a voté Maroc. Et moi, j'étais le seul à voter non, Espagne, Espagne. J'ai essayé de bouder et tout, ça a pas pris. Donc Maroc quand même, on a pris la voiture et on a dit, bon, on va visiter le désert. Et donc, pas côté est, côté plutôt vraiment sud. On est resté le long de la côte, on est resté Tarfaya, et c'était Takhla, etc. Et c'était... on a beaucoup roulé. Beaucoup roulé, c'était le souvenir que j'ai. Mais parfois, on traversait une petite route nationale avec le désert de chaque côté, le désert qui commence à rentrer un peu dans les routes et tout. Magnifique. Et l'expérience était tellement extraordinaire. Je pense, vraiment le meilleur voyage que j'ai fait de ma vie. Et les gens là-bas étaient vraiment extraordinaires, super gentils, super simples. Et le principe du thé au Maroc, c'est vraiment, il fait partie de la culture. Bien sûr, dans les villes, quand tu rentres chez quelqu'un, il te dit du thé ou thé ou café, thé ou café. Donc on se dit, waouh, ça fait partie de notre culture. Mais il faut voir dans le désert, c'est limite, bonjour, tu veux du thé. N'importe qui, tu passes à côté de lui, tiens, du thé. On passe à côté de quelqu'un qui habite, qui est un nomade. Il t'accueille dans son truc, il te dit, par où on voudrait passer par voir... viens, voici vous d'abord. Et il te fait rentrer, il te sert du thé. Et le thé, tradition, comment il le fait, avec le petit feu de bois, les petits trucs. Magnifique. Et donc, plus que 10 ans plus tard, je suis parti, j'étais aux États-Unis. Et j'ai ouvert un café que j'ai appelé Tea in Sahara. Parce que vraiment, le symbole du thé dans le désert, ça m'a tellement marqué. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment magnifique. Et je le faisais payer le thé là-bas, mais bon, parce qu'après, on était aux États-Unis quand même, mais tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais, chez nous, c'est même pas est-ce que tu veux un thé. La question tu rentres, on commence à te préparer le thé. Ah oui. Non, c'est vrai que c'est beau encore dans la plupart des coins. Dieu merci, c'est pas encore un truc qu'il faut aller chercher difficilement dès que tu sors des villes. Et encore, parfois même en périphérie un peu des villes ou dans certains coins de la ville. Le thé, c'est une institution. Il n'y a pas de oui, refusez pas. Non, tu refuses pas. Tu prends le thé. Tu prends. Bon, maintenant, ça y est, 80% des Marocains sont diabétiques. Maintenant, il y a le sucre à côté. Mais le thé bien sucré, plus tu vas dans le sud, et plus il est mchar. Quand tu arrives dans le sud, c'est plus du thé, c'est un médicament. Et c'est vrai que c'est une institution. C'est sympa, moi j'aime bien. C'est l'impression de reculer 800 ans en arrière. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est la simplicité aussi de ces gens-là qui est magnifique. Nous, on débarquait avec notre voiture et tout. Et eux venaient, ils étaient curieux de nous et nous curieux d'eux. Mais c'était une curiosité super saine. C'est-à-dire, venez, on va s'asseoir, on va partager un peu. Partager, tu as un Facebook? Non, mais partager, assieds-toi avec Facebook. Tu vois, bon, à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, mais tu vois ce que je veux dire? Nous, on était en train d'essayer de se raccrocher à l'Europe. Et ce qui me frappait, c'est que même dans les bidonvilles au Maroc, on a plein de paraboles, tu vas orienter vers l'étranger, vers ailleurs, vers l'Europe en général, ou etc. Tu rentres dans n'importe quelle maison au Maroc, c'est surtout soit Al Jazeera pour certains foyers, soit M6, France 2, Hanouna, etc. etc. Mais c'est vrai qu'on devrait faire un peu d'introspection et visiter nous-mêmes, visiter nos cousins, visiter qui nous sommes. Et ça, je trouve ça magnifique. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est ce que j'appelle le complexe du tiers-mondiste. Et j'aime bien en parler comme ça parce que ça choque un peu. Et nous, on a un comportement, et surtout vis-à-vis du tourisme, parce que c'est en parlant de tourisme que j'en parle souvent. Et je leur dis, le Marocain a un comportement tiers-mondiste vis-à-vis du voyage. Et c'est un concept hyper connu et reconnu dont je parle quand je dis ça, c'est la volonté de toujours vouloir aller à l'étranger. Dès que tu en as les moyens, tu vas à l'étranger. Et ça s'accompagne de plein d'autres petits bugs. C'est-à-dire que pour toi, un voyage dans ton propre pays qui coûterait le prix d'un voyage à l'étranger, c'est une aberration. Et donc la première chose, comme on dit, moi, tous mes clients, quand je leur propose des voyages un peu chers au Maroc, ils me disent à ce prix-là, moi, je vais en Turquie. Exactement. Là, je pars en Espagne à ce prix-là, je pars en Turquie. Au début, j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, mais ce que je te propose, c'est plus sympa. et surtout qu'à un moment, je sais que le gars, il a peut-être fait la Turquie 3 fois, l'Espagne 14 fois. C'est sûr. Et à un moment, il a dit, mais va en Turquie, mais vas-y. Pourquoi tu peux pas les retenir? Et c'est dommage, parce qu'à un moment, moi, je commençais à survendre. Survendre, même pas tout à fait survendre. Moi, j'ai eu beaucoup eu cette réaction avec Dakhla. Dakhla, vu que c'est tout le temps 3 repas inclus par jour, le billet d'avion, etc.
c'est des prix par personne. Quand tu y vas juste 3 nuits, déjà, tu dépasses les 4 000 dirhams. Et donc, quand c'est une famille, le gars, c'est 16 000 dirhams pour 3 jours. Et du coup, ça choque un peu. Et je lui dis, mais me parle pas d'Espagne. Alors, je te parle d'un spot, il n'y a pas son équivalent dans un cercle de 6000 km. Et pour Dakhla, c'est même pas exagéré. Je sais pas si... J'espère qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, parmi ceux qui nous écoutent, l'auront fait, Dakhla. Mais Dakhla, en termes de paysage, il n'y a pas son pareil avant d'arriver peut-être aux Maldives. Et donc, c'est dommage que... qu'il y ait encore ce rapport, mais moi je vais en Espagne à ce prix-là, alors que je lui parle d'un spot dans son pays qui est 1000 fois mieux que tout ce qu'il peut trouver du style intrinsèquement, l'Espagne ça va être mieux. Ça a son ticket, c'est déjà mieux. Ensuite, tu vois, le Maroc est au même prix. C'est comme si le Maroc c'était déjà négatif, en plus le même prix. C'est clair. Mais il y a aussi cette volonté de voir le moins de Marocains possible. Ce qui n'est pas tout à fait cohérent avec le sud de l'Espagne, parce qu'à un moment, la Costa del Sol, tu as plus de Marocains que... Mais c'est ça, le gars il te dit, il y en a qui sont clairvoyants, il te dit, tu sais, moi je recherche pas forcément le dépaysement, moi je veux qu'au moins 2 semaines dans l'année je puisse prendre une bière en terrasse tranquillement. C'est ça qu'il recherche. C'est louable. Tu dis, ok, toi je peux te comprendre à la limite, mais l'autre qui est en famille et qui de toute façon même au Maroc peut prendre un verre le soir au dîner. C'est surtout une histoire d'état d'esprit, de mentalité, une tendance à dénigrer toujours ce qu'il y a chez nous. Et les gens ils te disent tout le temps, ouais, mais le service il est moins bien chez nous, et c'est trop cher chez nous. En fait, ça dépend juste de ce vers quoi tu vas. Le Marocain, un autre des comportements tiers-mondistes, c'est très 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 peu de curiosité quand tu voyages. C'est vrai. Et une espèce de mainstream assez flagrant. Genre là, on le voit avec le Covid. Malgré le Covid, malgré toute cette soi-disant peur, etc., bon, pas trop chez nous, manifestement, puisque dès que les gens ont pu le faire, ils se sont rués vers les gros resorts all-inclusive. Ça les rassure. Ils sont... c'est vrai tu les emmènes dans une maison d'hôte où il faut 3 minutes de piste pour y arriver. Je pense qu'ils sont angoissés au possible. Donc il y a encore... entre le Marocain et le Norvégien qui, lui, ne cherche que ça, il y a plein de paliers. Il y a plein de paliers et il faut y aller petit à petit. Alors, j'ai un oncle, Abdallah, que j'embrasse, qui est aussi dans ce tourisme vert, etc. Et j'étais parti un jour avec un groupe d'amis, un très petit groupe. Alors on partait, on faisait une petite excursion et on arrivait dans les gorges d'Hadès. Et juste avant, il y avait un petit village et il nous a proposé, il nous a dit, écoutez, voilà, on va partir chez l'habitant, on va leur ramener de la viande et des légumes, enfin des légumes ils ont, mais donc de la viande, etc. Et eux vont nous cuisiner tout ça. Donc nous, on va partir faire notre excursion pendant 7 heures. C'était tu sais, et les mecs, ils nous disaient, ah, tu es sûr, Abdallah, parce que c'est loin ce que vous allez faire, vous voulez pas des mulets, etc. Non, ça va aller. Moi, je disais, écoute-le, Galak, ça va aller. Lui, il te dit que c'est long. Si lui, il te dit que c'est loin, Coco, on va en prendre juste un pour moi. Il m'a dit, non, ça va aller. On a marché 7 heures. Ça marche ? Ouais. Ça marche. Et donc, on est parti, on a fait l'excursion, c'était magnifique. On rentre. Et il nous dit, le repas est prêt, etc., etc. On arrive, on était vraiment sur les rotules. Et il nous prépare à manger. Et en partant, une petite anecdote aussi qui est cool. À un certain moment, on fait connaissance. Eux, ils adorent faire connaissance. Et on se dit, waouh, c'est super. En fait, ils sont aussi curieux de nous que nous d'eux. Et comme je te disais, c'est vraiment une relation super saine. C'est-à-dire, ils te disent pas, ah, tu as du fric. Non, c'est plutôt dans le genre, qu'est-ce que tu fais ? Ah, toi, l'informatique, tu fais des études, ça, c'est magnifique. Et donc, tu habites pas là, France ? Ah, super, super. Et donc, c'est vraiment magnifique. Et eux t'expliquent, voilà, moi, je trouvais ça super curieux, le fait qu'il fasse super chaud et tu rentres à l'intérieur, il fait super frais. Et donc, ils nous expliquaient des trucs, on pourrait tous en prendre de la graine, mais non, on ne construit pas du tout de la même manière, chose qui est... ça, c'est un autre... Voilà, on fait l'inverse. Et nos maisons en hiver, elles sont super mal isolées partout au Maroc, c'est terrible. Mais... et il m'a dit un jour, le mec, il m'a dit, tu sais, mon frère, il adorerait vous rencontrer. Et on commence à papoter, lui et moi. Il m'a dit, il adorait vous rencontrer. Je vais aller l'appeler. Il essaie de l'appeler au téléphone. Le réseau, parfois ça passe pas. Il m'a dit, je vais aller l'appeler rapidement. Moi, je me suis dit rapidement, je vais lui tenir compagnie. Je lui ai dit, je viens avec toi. J'étais déjà vraiment les ampoules dans le pied, etc. Je lui ai dit, je viens avec toi. Il m'a dit, là, reste. Je lui ai dit, non, je viens avec toi. Attends, j'ai mis mes espas et tout. Et moi, là, tu sais, je faisais des yeux aux gens du style, si je reviens pas, venez me chercher.
Et on part, on commence à marcher. Toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, Ada, je lui dis, et toi, tu es marié, tu as des gosses? Ouais, moi j'ai 2 gosses, etc. Est-ce qu'ils font des études? Bah, on commence à papoter. Et on marche déjà 20 minutes. Je lui dis, dis-moi, Moussa, il est où ton frère? Il m'a dit, tu vois le village là-bas? Il y avait un petit point. Il est là-bas. Je dis, ah ouais. Ah ouais, c'est pas la même notion. Essaye le téléphone, peut-être ça va marcher. Mec, il est là-bas. Wesh, tu fous, quoi, on voit à peine un point. Ada, c'est le village. Je lui dis, mec, réessaye le téléphone, je t'en supplie. Tu fous quoi, mec? Moi j'ai marché 7 heures, on va aller chercher ton frère. Ouais, et donc c'est vrai que les notions sont. On est d'accord. Là, tu parles de notion des distances. Et là, tu sais que le temps, c'est devenu un cliché. Même pour nous, Mrarba, au Maroc, c'est un cliché. Mais la première fois où je l'ai vécu, Arti m'a laissé sans voix. J'étais comme ça devant la nana qui me disait ça. J'ai bugué avant de lui répondre. Et en fait, moi, j'étais avec des clients à moi. Et on n'était pas loin de Qlaat Mgouna. Et je les ai emmenés voir des gens que je connais. Alors que je ne connais pas très bien. Je connais le mari qui est à Rabat. D'accord. Et il m'a dit, ah, tu es là-bas, il faut absolument que tu ailles voir ma famille, etc. Mon fils, il va vous accueillir et tout. Et sa femme était adorable. Elle nous a accueillis. Elle voulait nous faire à manger alors qu'on venait de manger. J'explique à mes clients. Faites semblant, voilà. Bon, finalement, ils ont kiffé. Ils ont redéjeuné une bonne deuxième fois. Et à un moment, on devait partir. Et donc, entre-temps, alors, on a fini de manger, elle nous a emmené voir ce qu'ils appellent Jinan, c'est là où il y a là où il y a tout ce qu'ils cultivent, tu vois. Donc, d'abord la rose, parce que tu es Qlaat Mgouna, mais aussi tous les légumes, etc. Et donc, on termine cette belle balade, on revient, on s'assoit, et là, je lui dis, bon, voilà, il va falloir qu'on y aille. Il faut qu'on arrive à Ouarzazate avant la tombée de la nuit et tout. Elle me dit, et là, j'ai bugué. Je dis, wow, à ce point-là, elle se rend pas compte qu'on a un programme avec des réservations et tout. Non, sa notion à elle, c'était 2-3 jours. Elle n'est pas à 2-3 jours près. Elle est pas à 2-3 jours près. C'est magnifique. Nous, on est à 5-10 minutes près, mais 15. Encore plus. Nous, on décale l'heure d'hiver, l'heure d'été. On m'a jamais, ils vont décaler l'heure. Ils te disent, l'khamsa wa jdida ou l'khdima? L'khamsa, ma kaïd la jdida, l'khdima. Ça, c'est chez vous. 5 heures, c'est 5 heures. Il n'y a pas de. À l'époque, les rendez-vous, c'était Mabin Torolas. Exactement. Nous, on en est beaucoup trop sortis parce que voilà, il y a des horaires et plein de trucs. C'est pas un cliché. La ville, forcément, ça t'amène à vivre plus intensément. Mais alors, la Robia Djelna, celle qui est bien. Tu sais que Qlaat Mgouna, c'est déjà pas très connecté. Les grandes villes à côté, c'est quoi? C'est Ouarzazate et Tinrir. Déjà, Ouarzazate et Tinrir, c'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Et là, t'as Qlaat Mgouna et c'est même pas Al-Qla. C'est même pas Al-Qla même. C'est à l'extérieur. C'est un rythme tranquille. Donc c'est Datouma quand tu vois ça, c'est magique. On a beaucoup de choses à apprendre. Peut-être eux devraient se mettre un peu plus, tu vois, se caler sur des heures et nous beaucoup moins. Je pense qu'il y a un juste milieu quelque part. Pourquoi non? Moi je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Ça dépend du mode de vie que tu as envie d'avoir. Alors est-ce que tu es pas d'accord avec moi qu'il y a des gens au Maroc qui passent leur journée dans le café, surtout moi je connais des gens à Meknès par exemple. Il est dans le café et tu dis wesh non, mec, on a déjà passé toute la matinée, on va revenir ici là. Putain mec, wesh, on se fait payer à un certain moment ou c'est du bénévolat? Ouais non, je suis d'accord avec toi, il y a quand même une culture. Qui te dit mec. C'est-à-dire le mec il va revenir l'après-midi pour le même café. Ouais, mais là c'est des dérives de comportement de citadin. Ouais, de citadin qui a rien à foutre de sa vie. Qu'un citadin, Megaz. C'est l'horreur. Mais les gens de la campagne, alors ils sont tous sauf Megaz. Ah oui, mec. T'as bien vu le gars, il voulait aller appeler son frère, c'était peut-être à 1 heure de route aller-retour. Et toute la journée il bosse, lui. Le soleil se lève, lui aussi. C'est pas, il y a pas de. Donc c'est pas les mêmes. C'est vrai. C'est de la vie, je suis d'accord avec toi. Parce que parfois quand tu analyses bien le Maroc, tu as même envie d'arriver à la conclusion. Genre, tu pars pour faire tout un rapport bien structuré avec des chiffres et tout. Tu as envie de tout skipper, d'aller direct à la conclusion et dire les cafés sont le fléau de la productivité marocaine. Fermez les cafés, il y en a partout. Bon, après, est-ce que c'est vraiment les fléaux? Parce que beaucoup de gens utilisent des cafés comme des. Ça aussi, c'est un fléau. Le bureau. Écoute, il va pas payer un bureau, etc. Si ça le structurerait, ça le pousserait lui aussi à avoir une approche plus structurée de son taf. Alors que lui, c'est un freelanceur, le mec. Il te dit, chez Hamza, il a dit que je peux ne pas bosser pendant 2 mois. Ouais, c'est ça. Et on est encore dans des rapports à Doura. Souvent, moi, mon grand-père, il était un peu dans la construction, entre autres choses. Et surtout à Marrakech. L'ouvrier, quand il chopait sa paye, il revenait pas. Il revenait que quand il n'avait plus d'argent. C'est sûr. Il revenait pour regagner de l'argent. Mais tant qu'il en avait, il travaillait pas. C'est ça. Il voyait pas l'intérêt. C'est vrai. C'est un truc de ouf. Mais par contre, les gens qui vivent à la campagne, qui sont besogneux et qui ont ce rapport au temps hyper sain, hyper.
Moi, je les envie à Ah ouais, 100%. c'est vrai. Ils vivent ils sont calés sur la nature en fait, lever du jour, exactement. coucher, D'ailleurs, ils ont l'observation des choses. Tu dis, Ouais. putain, mais comment tu captes ce genre de choses-là? C'est vrai. Et bah, à force d'observer, Ouais, forcément. c'est vrai, c'est vrai. Mais pour revenir à ceux qui passent leur matinée Flakawa et qui te disent on se retrouve ici l'après-midi, tu m'as fait penser à une blague. Ça, c'est un Marocain et un Japonais qui doivent se donner rendez-vous. Et le Marocain, il dit au Japonais, ben, on se rencontre vers 16h, 16h30. Et le Japonais lui dit, on va se voir 2 fois. Ouais, bah, les gars de Kawa, ils auraient intérêt à se japoniser. C'est vrai, c'est vrai. Mais ceux de Khlat Mgouna, non. Ouais, on les laisse tranquilles, qu'on les pollue pas avec notre rapport au temps. Je suis d'accord. Donc, pour revenir un peu à ce que tu faisais, donc tu bases une activité sur le tourisme, mais tu as aussi un côté qui est tourisme-sport. Exact. Ouais, bah moi très vite, quand j'ai commencé, comme je te disais, moi toute ma vie, c'est des choses qui me sont tombées dessus. J'ai pas décidé grand-chose, et surtout à partir du moment où je suis rentré. Et donc moi, comme je te disais, il y avait les demandes de mes potes qui voulaient envoyer des amis, des super hiérarchiques. Et après, moi, c'est un pote qui est venu me proposer un événement. Il m'a dit, écoute, moi je cherche quelqu'un avec qui je pourrais faire ça, est-ce que ça te dirait de le faire? Et donc c'était une compétition de natation en eau glacée. Ah, carrément. Donc le mec, il veut pas faire un petit bien truc classique. Okay. Et je lui ai dit, Trace, c'est hyper sympa ton truc. Et Au Maroc. Ok. En fait, c'est tout un concept. C'est le truc scandinave dont tu m'avais parlé, c'est exactement, ça? C'est non, attention, non, c'est pas le truc scandinave. C'est pas le truc scandinave. Non, c'est pas le truc scandinave. Le truc dans le scandinave, paradoxalement, le truc scandinave, c'est dans le désert. Et là, ce truc-là, c'est un truc sud-africain. Parce qu'en Afrique du Sud, c'est tellement au sud que, mine de rien, en hiver chez eux, donc c'est-à-dire l'été chez nous, il fait froid. Il fait froid. Quand tu nages dans la mer, c'est une mer qui est très froide. Okay. Et là-bas, c'est créé une association qui s'appelle International Ice Swimming Association. Okay. Et en fait, ça a bien marché, son truc, à ce gars. Et ça s'est bien diffusé en Europe, en Argentine aussi, parce que c'est encore plus au sud. En Argentine, bien sûr en Russie, même en Chine, etc. Et aujourd'hui, ça rassemble quelques 5000 adeptes. D'accord. Bien actifs et autour de cette association-là. Sinon, les gens qui nagent dans l'eau froide, il y a des pays où, comme c'est culturel, ils en font beaucoup. Ils en font Pologne, Ukraine, Biélorussie, Russie, etc. Chez eux, c'est normal. Mais vraiment, l'activité sportive de l'ice swimming, il y a plus de 5000 adeptes. D'accord. Et comme beaucoup d'autres activités comme ça un peu extrêmes et tout, ils ont créé un challenge. Comme dans l'alpinisme, il y a ce qu'on appelle les 7 summits. Tu dois faire le mont le plus haut des 7 entre guillemets, les 7 continents. Ben, il y a le Ice Sevens. Où tu dois faire 1 mile, tu dois nager 1 mile, 1,6 km, plus ou moins, dans une eau à moins de 5 degrés. Ah ouais, mec, et sur chacun des 5 continents. Des 7 continents, excuse-moi. Ouais, parce qu'eux disent que, bon, alors pour les gens qui ne savent pas, l'Amérique du Nord, ils disent qu'il y a 7 continents, donc le pôle Nord, le pôle Sud, un continent, etc., etc. Exactement. Et du coup, en Afrique, en fait, vu que l'Afrique fait partie des continents, il faut que tu fasses 1 mile en Afrique. En Afrique, les lacs du Moyen Atlas au Maroc sont parmi les rarissimes endroits où tu peux nager dans une eau à moins de 5 degrés. D'accord. Sur tout le continent. Ouais, c'est quand même incroyable. Et donc ça a fait du Maroc un passage incontournable. Super. Donc c'est une épreuve, c'est un obligatoire. passage. Donc ok. Chaque année, donc ils viennent au Maroc. Exactement. Donc quand tu veux faire le Ice Sevens, tu dois passer par le Maroc. Le seul autre, il y a peut-être quelques autres endroits. Moi j'en connais au moins un, c'est au Lesotho. C'est un lac qui est genre à je sais pas combien d'altitude, plus de 3000 mètres, un truc comme ça. Déjà que c'est une activité extrême. Ouais. Si en plus tu rajoutes la raréfaction d'oxygène à cause de l'altitude, c'est du suicide. Tu vas avoir des morts sur le bras. C'est ça. Et du coup, bah, nous, on a typiquement, là où on l'a fait, avec le même Esgza, qui est à 1300 mètres, et qui est complètement recouvert de neige. Enfin, en tout cas, les contours du lac sont recouverts de neige. C'est un cadre magnifique. On arrive à, bien sûr, comme on sait si bien le faire, nous, au Maroc, où que tu sois, de toute façon, on arrive à rajouter la touche culturelle en plus. Bien sûr. Donc, le mec qui sort d'1,6 km à 3,8 degrés, il sort, il voit il voit comme ça. Le mec il se dit mais merde, je connais les effets secondaires, c'est pas censé en faire partie. Et ils adorent. Et du coup, beaucoup viennent et reviennent. D'accord. Et du coup, d'un événement sportif, je suis passé à un autre et à chaque fois des potes. Il y a un deuxième pote qui est venu me voir et qui m'a dit ouais, j'ai vu ce que t'as fait dans le Moyen Atlas et tout, c'est hyper cool. Moi, j'ai une autre idée. Et c'est là le truc des Scandinaves. Il m'a dit moi, j'ai envie d'organiser un événement qui va créer un pont entre le Maroc et la Scandinavie. Lui, c'est un Marocain qui habite au Danemark. D'accord. Et je lui dis Trace. Pourquoi toi tu es. À chaque fois que quelqu'un est venu me voir pour me proposer quelque chose, je lui dis Trace. J'avais dit non, ok. Et donc on a fait ça, mais ça c'était physique sa mère. Pas plus pour nous que pour les participants. C'est-à-dire c'était quoi? C'était 3 courses.
sur 3 jours différents, dans 3 environnements différents. Donc chaque nuit, il passait la nuit dans un environnement différent, dans un hôtel différent. Okay. Je te parle de l'aspect logistique. En tant que voyagiste, il faut déplacer tout ce beau monde, déplacer dans les hôtels, les réservations, en etc. termes de déplacement, de réservation, d'organisation des courses, parce que déjà une course c'est assez costaud à organiser, mais alors sur 3 jours, 3 départs différents avec 3 arrivées différentes et 3 spots de ravitaillement et 3... Laisse tomber à la fin de l'événement. Et on était 2 à organiser ça. Hein. On était 2, ce gars-là qui est venu me voir pour me proposer ça et moi, plus 8 gars d'une association locale qu'on a trouvé qui nous ont aidé à monter les obstacles. C'était la première fois qu'on a fait une course d'obstacles, c'était là-bas. Et avec les moyens du bord, dès que je suis vraiment et tout, les gens étaient ravis. Mais moi, le soir, pendant que j'étais en train de monter les obstacles, en chopant le flash du téléphone comme ça, et eux, ils étaient en train de faire la teuf comme des fous avec des troupes de musicales qu'on leur avait ramenées. Chaque soir, il y avait un thème. Il y a un soir où c'était grosse soirée avec DJ et tout. Les gens adoraient, c'était top. Mais moi, j'ai perdu 7 kilos entre le début et la fin. Et avec d'autres potes encore, qui ont participé à cet événement. Un carrément un peu dans l'orga et l'autre qui a participé avec des membres de sa salle de sport parce qu'il est propriétaire d'une salle de sport à Rabat. On s'est dit les gars, on a vu ce qui a plu, ce qui a marché. En gros, c'est l'expérience. Les gens, ils ont envie de rencontrer des gens sympas. Ils veulent être dans une ambiance sympa. Exactement. Ils veulent se lâcher, rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit qu'eux et ils veulent faire du sport. Aujourd'hui, c'est à la mode. Même le sportif du dimanche, il veut faire un événement où il y a du sport. Et donc on s'est dit, on va faire tout ça, mais en format condensé, simple, raccourci, etc. Et on a fait le Green Challenge. Et c'est là où on a fait le Green Challenge à Rabat, à côté, en faisant de la Merzouga, à Rabat, sur une après-midi, une matinée plus exactement. Enfin, au début c'était sur la journée, après-midi et matin. Et matin et après-midi. Matin, une course d'obstacles, environ 5 km pour la première, le déjeuner, et l'après-midi, Zumba, yoga, crossfit. D'accord. Mais surtout des gens assis sur le gazon, discuter, à chiller, etc. Et ceux qui voulaient faire les activités, ils pouvaient. Et là, gros succès. Gros succès, les gens adoraient, c'était simple. Quelle année tu as fait ça, le premier ? C'était en 2019. Donc il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ans. Non, mais bon, quand tu entreprends au Maroc, moi je suis rentré tout début 2017. D'accord. J'ai commencé à rentrer. Le processus de rentrage, il se fait sur... Il est progressif. J'ai commencé début 2017, vraiment janvier, et j'ai fini en août. D'accord. Et j'ai l'impression que ça fait 20 ans. Allez, disons 10 ans. J'ai l'impression que ça fait 10 ans, mais 10 vraies années. J'ai l'impression que ça fait 10 ans, tellement c'est intense, tellement... Chaque période, c'est une ère. Tu sais, chaque période, elle a son ambiance. Le bureau que tu avais à cette époque-là, j'ai changé 5 fois de bureau en 5 ans. Mais j'ai pas l'impression que j'ai changé chaque année. Moi, chaque bureau, il y a une histoire, il y a une évolution. Et du coup, c'est hyper intense. Est-ce que c'est compliqué, les autorisations ? Ça dépend où. C'est quoi les complications que tu peux avoir ? C'est le vrai Tamarbit. C'est-à-dire des gens qui te foutent des bâtons dans les roues, tu le vois pas venir et tu sais pas pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que... Moi, je pense au Maroc, pour des gens qui veulent créer ce genre d'événement, parce qu'en fait, tu le fais dehors, tu embêtes personne. Au contraire, ça devrait être subventionné, carrément. Mais en fait, il y a des gens qui s'attendent peut-être à ce que tu leur graisses un peu la patte. Et quand tu le fais pas, il va pas venir te le dire, mais il va te mettre des bâtons dans les roues, il va te demander une autorisation qui tombe du ciel. C'est exactement ça. Moi, le gars qui va venir te demander de lui graisser la patte directement, à la limite, c'est un comportement complètement humain que je peux comprendre. Celui qui te met des bâtons dans les roues, il te le dit même pas. Tu te dis, alors soit il y a un autre intérêt direct, genre il a son neveu qui va organiser le même événement, sauf que tu sais que c'est pas le cas, et du coup tu te retrouves à nouveau dans l'incompréhension totale. Mais c'est pour ça que ceux qui connaissent un peu tout ce monde, c'est pas forcément dans l'événementiel, c'est pareil dans les marchés publics, que ce soit l'agriculture, la pêche, la construction, les mines, ou dans le privé, et pareil, quand il te faut une autorisation pour ce genre de choses. Construire, ouvrir et vendre. Les gens qui connaissent bien ça, ils te disent, le Marocain, quand il peut pas faire, il te laisse pas faire. Il te laisse pas faire. Si lui il fait pas, personne d'autre ne fera. Et on a été confronté à ça. Ou c'est ça qui est marrant, c'est que souvent dans les régions où il se passe plein de trucs, les régions bien dynamiques sur le plan événementiel, sur le plan touristique. Typiquement à Merzouga, ça a été galère pour choper nos autorisations. À ce point. Alors qu'à Khnefra, je te disais le lac Agl-Mamezgza, mais il dépend de Khnefra. À Khnefra, moi j'étais à Zurich, mec. Open bar. Mais c'était la Suisse.
Les gens, ils étaient ultra travailleurs, hyper sérieux. Les réunions, c'est les réunions. C'est eux qui te relancent. C'est eux qui te relancent. Ouais, on n'a pas encore reçu tel logo et tout. Je vois, vous êtes des ouf, les mecs. C'est cool, ça. C'était vraiment, ils s'étaient branchés sur 4000 volts. Mais après, tu comprends pourquoi. Il ne se passe rien. Exactement. Il se passe rien. Il n'y a ni agriculture, ni tourisme, ni industrie, ni ressources naturelles. Il n'y a absolument rien. Donc les gars, ils étaient comme des ouf. Merzouga, j'ai jamais fait d'événement à Marrakech. J'en ai fait un, mais genre dans un cadre privé. C'était dans une salle des fesses, donc il n'y a pas besoin de demander d'autorisation en tant que tel. Et j'imagine qu'à Marrakech, ça ne doit pas être évident non plus. Avec l'expérience que j'ai eue à Merzouga, je me suis dit peut-être qu'à Marrakech... Il y a une concurrence de fou là-bas, tout le monde veut gagner son pain. C'est ça. Après, le gars qui te met des bâtons dans les roues, tu sais pas pourquoi, il y a des logiques qui te dépassent. Tu sais, il y a des mecs parfois là-bas dans la région, il se passe rien si ça passe pas par eux. Et donc, le gars côté autorité, l'instruction qu'il a, c'est que s'il voit un truc qui passe par lui, sur lequel il a le pouvoir, et il sait que son pote, il a pas son doigt dedans, il dit niet. Et donc, bon, donc comment tu contournes les choses en général ? Tu peux pas contourner les choses, il faut que tu aies suffisamment de chance ou que tu sois suffisamment persistant, ou que, on peut appeler ça comme on veut, pour faire les choses selon le process. Parce que, contrairement à ce que croient beaucoup de Marocains, qui sont pas trop sur le terrain, il y a des process pour tout. C'est-à-dire qu'il y a la vraie voie qui est prévue pour chaque chose. Il y a un cahier des charges pour chaque truc. Tu veux organiser un événement, il y a un cahier des charges où il faut exactement ramener ça, faire, il faut avoir une assurance, il faut être adossé à tel autre type d'organisme. Si tu es une association, tu peux faire ceci. Si tu es une société privée, il faut que tu fasses cela, etc. Il faut que tu arrives à rentrer dans le process normal. Bien sûr, je te dis pas, il faut que tu arrives à connaître la bonne personne. C'est ça, on s'en fiche, c'est pas intéressant. Si tu y arrives, tant mieux pour toi. Mais si tu y arrives pas, il faut que tu arrives à rentrer dans le process. Il faut que tu arrives à le savoir. C'est quoi le process ? Est-ce que c'est facile à avoir comme information ? C'est ça le problème ? Il faut être très tenace. Il y a des gens qui viennent en tant qu'individu lambda, ils vont aller au bureau d'ordre de la MLA, ils vont déposer leur dossier. Et il va bien voir que pendant 3 semaines, 1 mois, il va rien se passer. C'est bizarre quand même. Je l'ai déposé au bureau d'ordre. Et il va falloir qu'ils reviennent. Et c'est ça qui est usant pour ceux qui veulent faire les choses vraiment selon les règles. C'est que ce qui est censé te prendre 2 jours va pas te prendre 3, 4. Il risque de te prendre 2 mois. Donc c'est dommage, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans un pays ultra binaire. D'un côté, tu as plein de gens qui se disent « Putain, je cherche des gens pour faire des choses ». C'est parmi les décideurs, tu as des gars qui disent « Putain, j'aimerais bien qu'on présente ces jeunes capables ». Moi, les jeunes que je vois, c'est des moins que rien, c'est des ceci, c'est des cela. Ils sont où ces jeunes ? Et d'autre côté, tu as des jeunes qui débordent d'énergie et tout. Mais on les tue. On me met des bâtons dans les roues tout le temps. Parfois, il faut juste faire rencontrer ces deux mondes-là et ça fait des étincelles. Tu sais, en parlant du lac gelé, etc., moi, je me souviens un jour, on était à Ifrane et j'étais vraiment enfant, je pense que je devais avoir 7 ans, 8 ans, peut-être un truc comme ça. Et j'étais avec mon père et il y a une piscine, je ne sais pas si elle existe toujours, mais une piscine à Ifrane qui est en bas d'une montagne. Et en fait, ils reprennent en fait juste l'eau glacée. Et ils en font une piscine. Et donc on part, il y avait beaucoup de monde, c'était un peu pop, etc. Il y avait beaucoup de monde. Et mon père, il nous dit allez-y, nagez, je sais pas, il était juste à côté. Noyez-vous. Et en fait, moi je touche l'eau. Elle est affolante, tellement. Tu sais, tu comprends pas, en fait, ça te brûle tellement c'est froid. Et j'ai dit à mon frère, elle est froide. Il m'a dit non, on va sauter. Mon père nous a dit, Allah, non, allez-y, sautez. Mais regarde, il y a des gens qui nagent avec vous. Mais saute. Et moi, je me dis, allez, j'y vais. Et je lui ai fait, tu sais, littéralement comme la blague. J'ai sauté. Et tellement elle était froide, je voulais ressortir tout de suite. Mais je voulais pas être le seul à me faire tomber dans ce piège. Et je lui ai dit, il m'a dit, elle est froide. Je lui ai dit, non, elle est très bien. Je te jure, elle est bien. Je te jure, au début, ça te fait elle est bien. Et quand il a sauté, il m'a dit, elle est bien. Et c'est le seul souvenir de truc. Et je me souviens qu'aux États-Unis aussi, ils avaient un truc contre le cancer, etc., où ils nageaient. Alors, c'était en mer. Donc c'était pas super froid, mais c'était en hiver, etc. Et je sais mais il faisait juste trempette et il remontait et tu achètes une serviette en fait. Et avec la serviette, ça permet de collecter des dons, etc. Mais et donc tu m'as dit que pour revenir sur les événements sportifs, donc chaque année tu as
tu as 6 éditions où tu fais donc chaque Exact. 2 mois, donc il y a un événement. Du coup, le dernier événement dont je t'ai parlé, le Green Challenge, lui, il a bien pris. Vraiment, alhamdoulilah, ça a vraiment bien pris. En effet, c'était le bon modèle. Ouais. On avait réussi à vraiment bien analyser ce qu'il y avait plu sur le premier. Et du coup, avec le Green Challenge, on a trouvé le bon modèle. Et du coup, on l'a organisé timidement une première fois à Rabat. Une deuxième fois à Rabat où ça s'est beaucoup mieux passé. Ça y est, ça commençait à prendre son envol. La troisième édition n'a jamais eu lieu parce que le Covid est arrivé avant. D'accord. Mais ça regroupe à peu près combien de monde? La deuxième édition qu'on a faite, il y avait environ 700 personnes. Ah, quand même. On attendait une troisième en grande pompe. Ouais. On se disait, OK, le cap, on dépasse les 1000, c'est sûr. Et par exemple, là, je reviens de Dakhla où on était à 150. D'accord. Ce qui pour Dakhla est déjà pas mal. Mm-hmm. Et en fait, ça dépend des éditions. On va le faire à Bouskoura le 19 décembre. T'es à côté de Casa. D'accord. Casa, tu peux faire entre 1500 et 2000 personnes. Donc, parle-nous de cet événement en particulier. Donc, comment on fait pour s'inscrire? Qu'est-ce qui va se passer? Combien ça coûte, etc. Mais écoute, pour s'inscrire, c'est en mode moderne et international. Bah, écoute, tant mieux. Tu te rends sur www.greenchallenge.ma. OK. Tu as une petite rubrique du menu où tu vois les différentes éditions. Okay. Donc tu vois Rabat Edition, Casablanca Edition, Sahara Edition, etc. Tu rentres dans Casablanca, qui s'appelle d'ailleurs Casa Green Golf Edition, parce que ça se passe au Casa Green Golf, d'El Bouskoura, l'un des golfs de Bouskoura. Et donc tu t'inscris et tu payes en ligne. Okay. Donc nos éditions, la participation à l'événement seul, c'est entre 200 et 300 dirhams. Okay. Et quand c'est à Dakhla, ou bien à Tarazout, ou bien à Bin Louiden, on vend le package complet, qui est souvent très intéressant. Et ce qui crée un phénomène intéressant, et de le prix, et de le rapport qualité-prix intéressant qu'on propose, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas sportifs du tout, qui viennent juste quand même, parce que c'est un bon rapport 3 jours de vacances. Ils savent que de toutes les façons, c'est principalement des gens très sympas qui sont là. Et donc, à Dakhla, c'était la fête. Il y en a qui sont venus que pour la fête. Il y en a qui n'ont même pas ramené avec eux de fringues de sport. Tellement c'était assumé. Ils ne comptaient pas du tout faire assumé. Genre, il essaye même pas. Et bien sûr, il y a l'écrasante majorité de sportifs qui viennent pour la performance, pour se challenger. Là, Dakhla, c'était chaud sur la ligne de départ. La première vague, parce qu'on fait ça avec des vagues différées. La première vague, c'était chaud bouillant. Les mecs, ils étaient là pour... ce sera moi le premier et personne d'autre. Du coup, il y avait du level. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des gens de Dakhla qui ont participé. Alors, tu imagines bien que quand tu vas dans des endroits comme ça, quand il y a des locaux qui participent, c'est que c'est des sportifs. Et même pas des sportifs, c'est que c'est des athlètes. Les gars, c'était... des membres de l'association de l'athlétisme, etc. Donc les 3 premiers, c'était 3 mecs de Dakhla. Ils ont laissé aucune chance. C'était des machines, les mecs. Ils courent super bien. Alors les gros coureurs, tu te dis dans une course d'obstacles, ils sont pas forcément hyper avantagés parce qu'ils ont tendance à être quand même assez secs. Assez fins, assez fins. Et du coup, nous, on a quand même des obstacles qui font appel à la force pure. Tu vois, genre, faut louer un pneu de tracteur et le pousser comme ça sur 5 mètres et tu reviens. 10 mètres de pneu, j'ai pas le poids, mais ça doit dépasser les 140 kilos. Quelqu'un de fin, il va galérer. Et ça, puis il faut s'accrocher, puis il faut ramper, puis il faut repousser quelque chose, puis il faut porter un poids tout en haut d'une dune et redescendre. Moi, je me dis, les coureurs, ils vont... Mais bon, finalement, l'un dans l'autre. D'ailleurs, c'était pas des coureurs super secs non plus. Ils avaient un peu de force brute, donc ils ont réussi haut la main. Donc le prochain événement, donc c'est juste à côté, c'est à Bouskoura. Et donc c'est quoi? C'est à peu près le même genre, c'est-à-dire on va porter des trucs. Nous, c'est un concept. C'est un concept, j'ai envie de dire clé en main. D'accord. Bon, c'est nous qui avons la clé. Ok. C'est nous qui avons les mains. Donc écoute, si on peut faire affaire. Et donc, nous, on aimerait que nos événements se ressemblent le plus possible. Tu vois, donc, celui de Casa, il faut que ce soit plus ou moins le même que celui de Rabat, que celui de Tarazout, etc. Et donc, c'est une course d'obstacles. Donc là, ça sera à l'intérieur du golfe de Casa Green Golf. Et la piste, c'est tout le chemin qu'empruntent les voiturettes de golf. Donc il y a 6,6 km précisément. À Dakhla, par exemple, c'était 7,7. On va rester que sur des trucs 5,5. Des décimales comme ça. Et du coup, là, on va pouvoir réutiliser nos gros obstacles. Parce qu'on a produit des gros obstacles l'an dernier. On les a disposés à Tarazout pour la première fois, en juillet. Et y avait le wow effect était on ne peut plus au rendez-vous. On n'a pas pu les emmener à Dakhla. Bon Dieu merci, on a pu s'arranger avec du matériel local pour faire des trucs vraiment sympas. D'ailleurs, la vidéo sera dispo sur les pages Insta, Facebook et compagnie dès ce soir. Mais là, à Casa, on aura nos gros obstacles. Donc,
méga monkey bar de 10 mètres sur 10 mètres, une espèce de V inversé avec des filets sur lesquels il faut grimper, un truc énorme. Bref, tous nos gros obstacles seront là. Super. Et donc, ouais, c'est vraiment cool. Et donc, vous avez comme ça 6 événements sur l'année. Exact. Un tous les 2 mois. Et chacun est annuel. Comme ça, ceux qui sont à fond. Et c'est ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, une grosse partie des gens qui viennent sont des gens qui viennent en fait à chaque édition. Et ça, c'est vraiment cool. C'est super. Et donc, ça fait partie de nos engagements. Là, on a tout un tas d'engagements à travers le Green Challenge. Green, bien sûr, donc il y a tout un tas d'engagements environnementaux. C'est un événement zéro plastique. On fait de la plantation d'arbres, on fait du ramassage de déchets, on fait de la mise en place, construction ou achat et installation de poubelles avec des partenariats publics-privés pour la collecte de ces poubelles, etc. Donc on a un certain nombre d'engagements environnementaux, également sociaux. On accompagne des associations locales, on fait de l'empowerment de jeunes pour leur redonner confiance dans les études et on les met en contact avec nos sponsors pour essayer de leur trouver des emplois, etc. Ça marche plutôt bien, notamment avec les sponsors sportifs qui ont des magasins de distribution et tout. Et un autre de nos engagements, bien sûr, c'est l'incitation à la pratique sportive. D'accord. Et qu'on arrive à maintenir entre 2 éditions grâce à notre application Gymflix. Ah, super. Ça, honnêtement, j'ai trouvé ça magnifique. Alors, explique-nous un peu Gymflix. Gymflix, c'est une salle de sport en ligne. D'accord. Mais c'est une vraie salle de sport en ligne. Pourquoi j'insiste et je dis une vraie salle de sport en ligne? C'est parce que le concept de vidéo préenregistrée, c'est vachement développé. Sauf que le coach ne te voit pas. Tu te démotives plus vite déjà et en plus tu as de grosses chances de te blesser. C'est comme ça que nous est vraiment venue l'idée pendant le vrai confinement, le confinement Garou. On s'est rendu compte au bout de 3 semaines, 1 mois que les gens commençaient à beaucoup se blesser. On était déjà entouré d'une communauté de sportifs et on voyait que la plupart se blessaient. C'est quand même bizarre, 2-3 gars qui se blessent, pas de souci, mais genre 24 personnes que tu connais qui se sont blessées. Et on a réfléchi, on s'est dit, c'est simple, c'est parce que le mec il fait son mouvement devant YouTube, il croit qu'il le fait pas bien, personne n'est là pour le corriger. On s'est dit, c'est quand même incroyable, on est en 2020, enfin à l'époque, on était en 2020 quand on s'est fait cette réflexion, et l'entraînement à distance n'a pas changé d'un iota depuis les vidéos de Jane Fonda, où elle faisait ses trucs d'aérobic. Bon, alors oui, il a changé quand même, il s'est bien pimpé, c'est des vidéos bien faites, c'est plus le design, il y a des applications maintenant qui font ça. Mais c'est vrai. Mais le concept est le même. Tu t'entraînes devant une vidéo. C'est aujourd'hui à la visio. Venez, on crée un peu d'interaction. En plus, on n'invente même pas complètement le concept. Pendant le confinement, beaucoup de coachs personnalisés. On fait ça. On fait ça pour continuer à garder le contact. Il y a des salles de sport aussi qui ont proposé ça. Exactement, il y a des salles de sport qui l'ont proposé. Nous, on s'est dit, on va faire une salle de sport avec un planning qui sera 100% digital. Ce sera un planning comme dans une salle de sport. Donc à 18h30, tu as ton cours de pilates. À 19h30, tu as ton cours de yoga. D'ailleurs, je parle de pilates et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que le fait que ce soit complètement en ligne fait que nous, nos coachs, ils sont de Montréal, de France. Ah, c'est magnifique. Tu prends une super belle diversité, tu arrives à avoir des coachs de qualité. Au Maroc, c'est pas évident de trouver des coachs de pilates. En France, on a plein. C'est vrai. Donc, les Marocains et les Marocaines surtout ont accès à plein de super coachs de pilates. Et donc, on propose ça à 200 dirhams par mois. Et les gens, ils se créent des amitiés sur l'appli. Parce qu'il y a de l'interaction avec le coach. Il te voit, tu le vois, mais aussi avec les autres participants. Donc, tu vois aussi les autres participants. Et donc, tu as des amis de Gymflix. Des gens qui se sont encore jamais vus en vrai. C'est des amis cool, des cours. Et du coup, ils se donnent rendez-vous. Il faut trop qu'on se voit au prochain Green Challenge. T'as été au dernier. Ok, on se voit au prochain. Et c'est hyper cool. Il y a eu des phénomènes assez sympas. On a vu des familles. Il y en a à Toronto, un à Saint-Pétersbourg. Bon, je caricature un peu, mais vraiment, ils sont aux 4 coins du monde et ils font du sport ensemble. C'est magnifique. Donc ça, c'était assez sympa. C'est magnifique. Voilà, et on accompagne ça de challenge virtuel. Donc challenge virtuel, c'est que sur la carte, tu mets un point de départ et un point d'arrivée. Et quand tu fais ton sport dans la vraie vie, notamment sur Gymflix d'ailleurs, et ça te fait progresser sur cette carte et tu peux découvrir plein de trucs. Tu as des pop-up qui apparaissent. Comment ça, une carte? C'est-à-dire une carte, imaginons la région de Casa ou la région de Rabat, etc. Et donc, j'ai pas très bien compris. Donc, tu fais quoi? C'est sur Google Maps. D'accord. Mais dans l'appli. D'accord. Donc, c'est Google Maps. C'est intégré à l'appli. C'est Virtual Challenge. Quand tu rentres dedans, tu as plusieurs challenges proposés. Quand tu rentres dans l'un des challenges, tu as la carte. Et donc la carte, tu vois que tu as un point de départ. Et à chaque fois que tu vas faire du sport,
Donc soit tu as une smartwatch et c'est directement connecté et du coup tu n'as besoin de rien faire, ça te fait progresser. Soit tu rentres sur l'appli pour rentrer ce que tu as fait comme sport et la durée et nous on te calcule tout ça. Bah, ça te fait progresser. Donc tu vois ton pin avancer comme ça. Ok, super. Et quand le premier challenge qu'on avait fait c'était Mentanja Goera. D'accord. Donc un challenge à la fois sportif, culturel, touristique et patriotique. Ouais, littéralement, Mentanja Goera. Et donc et nous on place des points of interest sur la map. Et par exemple tu commences à Tanger, tu avances, dès que tu démarres, dès que tu fais tes premiers 100 mètres, hop, tu as un petit pop-up qui sort. Ah, découvre le Cap Spartel. Puis les grottes d'Hercule. Puis la cité antique de Lixus. Et bon, alors les grottes d'Hercule, Cap Spartel, bon, déjà beaucoup de Marocains connaissent. La cité antique de Lixus, il y en a déjà moins. Aqsbad Mehdia, moins. Et donc ça passe de spot, genre tu vas lui présenter la mosquée Hassan II, mais après à nouveau tu vas lui présenter l'Aqsbad Bouelaouel. Donc des trucs dont c'est magnifique. Et donc tu joins l'utile à l'agréable. Exactement. Et donc ça pouvait se faire seul ou en équipe, ça a créé pas mal d'émulations et maintenant on continue. Et le digital te permet de faire ça où tu veux dans le monde. D'ailleurs maintenant on s'amuse à faire des coopérations avec des ambassades pour faire des challenges virtuels dans leur pays. Et donc là, on fait ça en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne. Magnifique. Avec les gens de ces pays-là, ça crée avec les Marocains qui sont là-bas, ils sont hyper fiers de savoir que c'est une appli marocaine qui propose des. C'est super. Ça crée des liens. Ça, c'est magnifique. Donc vraiment, tu cherches à en fait regrouper des gens autour d'un phénomène sportif, mais le phénomène sportif à la base. Que ce soit de grands sportifs ou que ce soit juste des gens qui veulent faire du sport le dimanche, etc., ils s'y retrouvent tous parce qu'il y a un peu de tourisme, il y a un peu de sport. Moi, à la base, je veux juste rassembler des gens. C'est pour ça que moi, mon credo, à la base, c'était le tourisme. C'est vraiment cool. Le sport, ça permet de le faire de façon assez puissante. Avec une partenaire de Rabat, on organise également le Marrakech Tango Festival. Donc rien à voir. Donc moi, je veux juste rassembler des gens. Autour d'une activité autour sympa. De quelque chose. Un truc qui leur donne le sourire. Tu sais, moi, quand je suis arrivé de l'étranger, je suis arrivé des États-Unis il y a 5 ans à peu près. Et un copain à moi m'a fait découvrir. Il m'a dit, écoute, tu sais, si tu aimes bien faire du sport, etc., il y a une opportunité super sympa de rencontrer du monde. Et comme tu as dit, c'est vrai que en général, un sportif, c'est pas bien méchant. Et donc, en général, c'est plutôt sympa. Et quelqu'un qui veut faire du sport un peu dans la nature, ça a tendance à être encore il a tendance à être encore plus sympa. C'est-à-dire, il veut se décaler un peu du monde, de la ville, etc. Et donc, il m'a dit, écoute, il y a un groupe qui s'appelle le H. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Et ce groupe, alors je pense le premier H a été créé dans les années 50 en Indonésie, un truc comme ça. Et des expats anglais ont décidé de monter un groupe de course à pied. Et ils ont commencé à courir entre eux. Et de plus en plus, ils ont commencé à rassembler de plus en plus d'expats. Ils ont ouvert ça à tout le monde et ils ont commencé à faire une fois par semaine, ils couraient. Et donc, à la fin de la course, ils s'arrêtaient, ils buvaient des petites bières et ils socialisaient avec tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que ça existe dans quasiment tous les pays. J'en parlais à un copain en France. Un Français qui me disait il aimait bien courir et je lui disais ça serait sympa de rencontrer du monde, etc., sachant que courir ensemble c'est un peu compliqué parce que les gens courent à différents rythmes, à différentes distances, etc., mais l'un dans l'autre on s'y retrouve. Si tu veux t'entraîner, tu t'entraînes en général tout seul. Quelqu'un qui est professionnel, il va s'entraîner, il va pas partir boire des bières après, etc., il va plutôt il va s'entraîner dans un stade, il va s'entraîner avec la montre à la main, etc. Et juste à Paris, je pense qu'il y en a 3. Dans la région parisienne, etc. Et à Rabat, il y en a un. Alors, j'ai oublié le matricule, mais je vous mettrai les informations. C'est super intéressant. Alors, chaque H a un groupe, un nom, etc. Et celui de Rabat, c'est vraiment sympa. C'est tous les samedis après-midi. Et c'est un groupe, on se retrouve dans la forêt, dans les alentours de Rabat, Tsamsna, etc., dans la forêt du Golfe. Et en général, c'est là-bas que ça se passe. Et on court. Alors, il y a des enfants, il y a des familles avec leurs gosses qui ramènent leurs chiens et on se pose tous. Il y a des gens qui courent vraiment très, très bien, c'est-à-dire il y a de la course un peu poussée, c'est-à-dire parfois on fait du 15, parfois même 16 km.
Parfois, alors on faisait, j'en ai déjà fait, mais plus maintenant, mais j'essaie de m'y remettre. Et parfois, c'est des petits circuits de 7-8 km. Mais en tout cas, il y a des options pour tout le monde. Il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui font la grande boucle, il y a des gens qui font la petite boucle, il y a des gens qui font la mini boucle, qui font que marcher, se poser sur des chaises longues et boire des petites bières et papoter avec leurs gosses et le chien qui joue, etc. Des petits pique-niques. Et c'est vraiment magnifique. Il y a ceux qui font du surplace. Ouais, alors il y a des gens qui font du surplace qui les suivent en voiture. le staff technique, tu vois. Mais on a les mêmes. On a les mêmes à notre événement. Tu sais, mais il y en a, c'est tellement assumé, comme je le disais pour les qui ramènent même pas leurs amis de sport. Ils viendraient avec un transat. Tu sais que dans le H, il y a des gens, non seulement ils viennent pas avec une tenue de sport, mais il vient direct où est-ce que j'installe le barbecue, tu vois. Je vous attends là ou je vous attends là-bas. C'est les meilleurs ce genre de plan. Moi j'appelle ça les logisticiens. C'est celui qui oublie rien. C'est pas comme le gars qui vient principalement pour le sport et quand il s'agit de faire le barbecue, c'est ça. Non, un gars qui vient préparer, il a la glacière, il a le charbon, il a tout ce qu'il faut. Quand vous finissez, je suis là. Je suis là. Et c'est vraiment magnifique. Donc le H, j'encourage. Tu sais, à l'époque, on m'a raconté. Alors maintenant, sur chaque événement, il y a une trentaine de personnes à peu près, tous les samedis. Avant, on me racontait. Alors il y a un petit truc du style le cercle. Il y a une petite cérémonie où ils font un petit cercle. Et on rigole, on se taquine, etc. Et ensuite, on va courir pour ceux qui courent, pour ceux qui marchent, etc. Et ensuite, quand on se retrouve, chacun a un petit surnom, etc. Et avant, on me racontait qu'il y avait du style 120 personnes, etc. Un cercle, ouais, ici à Rabat. Alors, il y avait surtout des expats. Et à un certain moment, on commençait à dire aux ambassades, non, ne vous mélangez pas pour des raisons de sécurité juste après les événements un peu tragiques, etc., un peu au Maroc et un peu ailleurs. Et donc, parce que c'est un événement qui est connu des services de police. Donc, quelque part, ils acceptent ça. Et non seulement ils acceptent, mais ils savent où on est. Ils gardent un œil sur nous parce que parfois, on reste un peu tard, en plein milieu de la forêt, etc. Et donc, c'est super bien encadré. Donc, je te disais, à l'époque, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas faire un cercle. Parce que tu vas voir le mec, face, si tu veux lui parler, il faut que tu l'appelles au téléphone. Donc, il faisait un petit cercle. Et à l'intérieur, il y avait un grand cercle. Voilà. Et donc, 2-3 couches de cercle. Excellent. Et je trouvais ça magnifique. Et maintenant, alors, c'est un événement qui commence à reprendre. Les expats commencent à revenir. Et les Marocains aussi sont aussi intéressés. Mais comme tu dis, c'est un état d'esprit. Tu ne trouveras pas... le relou qui vient dire il y a du sable partout, c'est sale. Il y aura toujours des mecs super cool, prêts à aider, prêts à. Ce genre de travers que tu viens de citer, on les a nous dans le tourisme. Parce que dans le tourisme, tu as des effets de mode. Tu vois, et tu as des établissements. Tu as un truc qui s'appelle l'Anver, entre Souala et Agadir. Dans une plage absolument magnifique qui s'appelle Safna. Et ça commence à être de plus en plus connu. Bon, c'est un truc bien route. Alors, entre routes, c'est confort quand même. Mais surtout, c'est un truc quand même très éco-friendly. Tu vois, genre, t'as des toilettes sèches et tout. Et à un moment, quand ça commence à devenir vraiment à la mode, t'as le bourgeois de base qui y va. Et la bourgeoise de base qui y va. Et elle y va parce qu'elle a entendu que c'était à la mode. Et elle arrive. Parce que ça fera des photos Insta de ouf. C'est ça. C'est surtout ça. Exact. Pour les plus jeunes, mais pour les plus âgés, ils fonctionnent au même phénomène de mode. Sans photo, juste pouvoir le dire. Ouais, mais nous aussi, on a été à l'Anver. Oui, vous connaissez pas. Je t'emmènerai, c'est super. Sauf qu'à force d'aller dans des endroits juste pour ça, et tu te renseignes même pas ni rien. C'est le Marocain, c'est les champions pour ne rien connaître. Moi, j'organise parfois des programmes. Les gens, ils l'ont pas lu, le programme. Ils savent pas ce qui se passe. Et ils débarquent et ils voient les toilettes sèches. Alors là, gros bug. Alors quel gap, tu vois, gap culturel et d'engagement environnemental ou autre, tu vois. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir le moindre engagement. Donc en fait, voir des toilettes sèches, elle comprend même pas pourquoi. C'est-à-dire, à la limite, toilettes turques, je connais. Mais c'est quoi des toilettes sèches? J'ai déjà vu chez mes grands-parents. C'est chez grands-parents, à la limite, elle a vu les toilettes turques. Mais les toilettes sèches, ça la dépasse. Et c'est là où c'est allé trop loin. Tu vois, c'est à force de faire les choses que par phénomène de mode, tu te retrouves dans des établissements hyper sympas, hyper bien pensés, etc. Où normalement, si tu laisses les choses se faire seules, t'as une certaine homogénéité et parfois t'as des petits bugs et t'as des gens qui débarquent et disent mais c'est quoi cette ambiance, des chocs culturels quoi, ils fument du shit bah oui, t'es dans un environnement dans éco, sa culture, donc, dans sa culture c'est ça, hein, ça. Alors que moi quand j'y suis allé, t'avais un côté des gens qui fumaient, de l'autre côté t'avais des gens avec leurs enfants qui jouaient à des jeux de société et tout ça se mélangeait bien, ça se mariait bien, une bonne ambiance, et ça acceptait tous les inconforts qu'implique l'engagement durable.
Et du coup, tu as des bugs comme ça, mais qui sont propres au tourisme parce que tu finis par avoir des phénomènes des modes. Dans un événement comme celui-là, il y a déjà le fait que ce soit de la course à pied dans la forêt. Ouais. Et déjà, là, ça filtre. Ouais, ça filtre de grave. C'est comme ça la rando. Filtre. La rando, ça filtre. Ça filtre, Et tout à fait. Souvent, les randos, tout tu te retrouves avec des gens super sympas. Ouais, dans un état d'esprit magnifique. Bah, tu sais, justement, moi, je reviens à un petit peu à un sujet dont je t'avais parlé, c'est-à-dire mon oncle Abdallah qui a emmené quand on est parti à Dadès. Et en repartant, et je lui ai dit... on a mangé, etc. C'était super sympa, super convivial. Et on allait partir. Et je lui ai dit, on leur file quelque chose ou comment ça se passe ? Et en fait, je voulais donner, mais j'avais peur de vexer. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit à qui je donne ou je donne pas, comment ça se passe ? Et il m'a dit, écoute, c'est un peu bizarre comme situation. Parce qu'en fait, si tu donnes, bien sûr que ça va faire plaisir. Ils roulent pas sur l'or, ils n'ont pas grand-chose. Mais est-ce que c'est pas un peu, tu ramènes un peu un effet de pollution du style de la ville, c'est-à-dire tout se monnaie. Ici, eux, ils l'ont fait de bon cœur. Et ils le font parce que voilà, on leur coûte rien et ils ont fait une belle rencontre, ils ont passé une bonne après-midi et nous aussi. Donc c'est un rapport sain. Maintenant, l'argent, c'est pas forcément malsain, mais je veux dire, est-ce que on va pas commencer à leur donner cet aspect de écoute, tu sais que tu peux monnayer ça, il n'y a pas de lahfdak shukran, etc. Tu monnayes, tu ramènes des gens, tu crées, voilà, tu sors 2-3 petites tables, tu offres voilà, les prix, bientôt il va te sortir l'ardoise. Est-ce qu'on ne va pas polluer de notre mentalité un petit peu ça ? Mais toi, tu penses quoi de ça ? Écoute, c'est délicat, il y a plusieurs situations différentes. Mais globalement, quand tu as toujours un rapport pécunier à ce genre d'expérience, tu te dis deux choses. D'une part, moi je suis d'accord avec toi. Quelque part, tu tues un peu la relation humaine saine et spontanée, surtout dans un pays comme le nôtre, qui était principalement basé là-dessus. Deuxièmement, une autre façon de voir les choses, même après coup, quand tu le fais tout le temps. C'est quand à chaque fois que quelqu'un vient, tu lui files un billet. Le service n'existe plus. le merci il n'y a personne qui allait juste te rendre un service. Tu es obligé de filer un billet quand quelqu'un t'aide à porter un truc d'un point A à un point B. Et après, il y a ceux qui en vivent. Et il y a ceux qui en abusent. Et tous les clichés qu'on entend sur Marrakech sont vrais. Moi, je les ai vus de mes propres yeux. Le gars qui te montre ton chemin et après il te dit donne-moi ou sltk. T'as marché 20 mètres. Et donc ça existe. Tout existe. Mais moi, j'ai aussi vu ceux qui, si tu avais voulu leur donner, ils auraient été choqués. Ils auraient été choqués parce qu'en plus, il ne faut pas croire que tout le monde est dans le besoin absolu. Je suis d'accord. Il y en a qui survivent allègrement, ils sont même heureux, ils ont besoin de rien. Eux, l'hiver, ils y survivent tranquilles. Alors peut-être qu'ils ne sont pas dans le confort. Genre dans le luxe, pas du tout. Zéro luxe. Pas un gramme de luxe. Et encore, la définition du luxe, elle diffère un peu. Exact. Leur luxe, notre luxe à nous, c'est la clim partout, c'est la télé 64 pouces. Non, maintenant, 94 pouces. Ramène la 94 pouces. Alors que pour eux, le luxe, c'est d'être au chaud, avoir la famille. Tu vois, donc après... C'est très compliqué. Parce que regarde, maintenant, on est en train de faire le tour de la question. Et aujourd'hui, pour nous, le luxe, c'est ce qu'ils ont eux. Pourquoi à la base tu as envie de les payer pour dire que les glissades que tu as faites avec eux, parce que pour toi là c'est un luxe. Je suis d'accord. Tu te dis mais attends, je vais pas vivre ça gratuitement quand même, il faut bien payer. Moi, je paye parfois des grosses sommes pour être mal assis dans des endroits. Là j'étais hyper bien assis, une vue de folie, des gens sympas, on a bien mangé, moi qui vis dans un monde où je suis habitué à tout payer pour tout ce que je fais en dehors de chez moi, et même ce que je vais chez moi, c'est parce que j'ai payé dehors ce que j'ai ramené chez moi. En gros, quand je suis habitué à payer pour tout, là, non seulement moi je suis habitué à payer pour tout, mais là j'ai 100% de satisfaction. Donc j'ai envie de payer. Là je paye avec plaisir. Mais toi, en règle générale, quand tu emmènes un petit groupe, quand vous partez dans un petit village et on vous accueille pour faire le thé, etc. Moi je suis dans une logique complètement structurée. Donc, moi je passe par un guide, il est rémunéré. D'accord. Donc il n'y a pas une fois où vous allez passer à côté d'un petit village et il y a une nana qui va vous offrir le thé, quelqu'un qui s'est fait un petit peu mal va vous offrir un service qui pourrait ou pas être payant. Toi, il y en a constamment. Parce que... Mais donc tu files un petit billet à droite à gauche ou pas du tout en général ? Non, du tout. Parce que justement, on retombe dans le fait que le Mrarba, ils ont le cœur sur la main souvent, et surtout dans ces endroits-là. Et je sais pas, j'ai pas trop d'exemples en tête, mais je sais pas, par exemple, tu vas juste avoir un gadget, un outil, un accessoire, peu importe, un slick par exemple.
tu vas avoir quelqu'un peut-être qui va te le remplacer au direct, Rodji, tu vois, et jamais de la vie tu vas le payer. C'est sûr, tu vois. c'est vrai. Et donc c'est vrai non, que... ça existe encore hyper, mais Dieu merci, même en ville. Ouais, c'est vrai. Même en ville encore, tu as quand même beaucoup de relations où les gens disent mais non, c'est bon, tu vas pas me le payer. Ça. Ouais. Quand dans d'autres sociétés, on est réellement à 50 centimes près. Tu vois. Mais tu sais, encore plus que ça, moi aux États-Unis, je me souviens, j'ai plein d'exemples où parfois on me proposait de me rémunérer. Et je me disais, ah ouais, mais moi je pensais qu'on était potes en fait. Mais ah d'accord. Du style, il a un problème, il a un examen de maths. Je lui dis, ouais, mec, ramène, je t'aide. Et on se pose un café, etc. Et je l'aide et on bosse pendant 1 heure, 2 heures, etc. Et il me dit, est-ce que. Ouais, le mec, il m'a dit, est-ce que. Is 20 OK? Est-ce que $20 ça va? Je lui dis, ça va pour faire quoi? Et il m'a dit, ben, je te donne $20, je suis désolé. Je dis, ah ouais, ok. Et vraiment, j'ai été super gêné. Et donc, je lui ai pas montré que j'étais gêné. Je lui ai dit, mais mec, mais tu rigoles, arrête. Et je me suis dit, et je suis rentré à la maison, je me suis dit, ah ouais. Donc, en fait, je suis pas son pote. Il me voit comme quelqu'un qui connaît. Voilà. Et où là, du style, des trucs super choquants, du style, je sors du lycée, je vois un de mes copains, je le radar, il me dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Où tu vas? Je lui dis, monte, je t'accompagne. Il m'a dit, non, mais c'est un peu loin. Je lui dis, viens, de toute façon, j'ai pas grand-chose à foutre non plus. Donc, viens. Loin du style 15-20 minutes, je vais pas l'emmener à 2 heures de route. Et il me dit, ok, si tu m'accompagnes, I'll give you gas money. Je te donne l'argent de l'essence. Et je lui dis, ah ouais, j'ai presque envie de te dire, descends, mec. Ouais, je vois très bien ce que tu veux. Et... Ouais, ça, à la limite, c'est la version américaine de la chose. Hein. Ouais, moi, mais... même pas une semaine après que j'arrive en France. Ouais. Même pas une semaine. Et je fumais encore à l'époque et j'étais dans les couloirs de la fac. Et il y a une nana qui vient me voir, elle me dit, je peux t'acheter une clope? Je peux t'assurer qu'elle m'a renversé le cerveau. Hein, quand tu viens de Rabat. Pour vendre au détail. Vraiment et Nana, elle vient te dire, est-ce que je peux t'acheter une clope? C'est une phrase que j'ai jamais entendue. Pourtant, on était même pas étudiants, on était lycéens. On tournait à chercher tes clopes au détail, etc. Chaque cigarette a sa valeur. Il n'y a pas une cigarette qui se fume devant le lycée Limakat Dous. Bien sûr. Et pourtant, jamais de ma vie j'ai entendu. Alors qu'on était vraiment en galère. Exactement. Et elle est arrivée, elle m'a dit, est-ce que je peux t'acheter une clope? Ça m'a tellement. Moi, j'ai toujours été curieux. Hein. Moi, j'ai toujours été genre dans ma vie au quotidien, c'est comme si je m'attendais un documentaire animalier. Je lui ai dit, tu allais me l'acheter à combien? Et elle m'a dit 20 centimes. J'ai fait le calcul comme ça. J'ai dit, t'allais m'arnaquer en fait. Je suis un gars. Mais tu vois, c'est des états d'esprit, des cultures qui sont complètement différentes. Super différentes. Ça n'a rien à voir. Super différentes. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, non, laisse-les avec leur notion du temps. Je suis d'accord. C'est que tout ce qui s'éloigne d'eux est mauvais. Mais il y a des postures différentes. Moi, j'ai un pote, quand on va à Arshor, au bout de 4 heures, il me dit, je veux du klaxon, je veux du slam, j'en peux plus, l'air est trop pur. T'as des extrêmes comme ça, mais globalement, plus tu restes proche de la nature et plus t'es heureux, plus tu es sain top, et tranquille. C'est sûr. Alors, quand même, tu as une autre activité, comme quoi... Tu fais de l'accompagnement des startups. Exact. Donc, à différents stages, parfois c'est juste quelqu'un qui a une idée sympa ou qui pense être sympa et tu l'orientes. Parfois c'est le stage un peu plus avancé où il a déjà il a créé par exemple une application où il veut juste la développer. Et parfois il est carrément au top mais il veut l'étendre encore plus, peut-être à l'international, etc. Donc, tu as remarqué que je ne me suis pas rappelé des termes techniques. Ça se voit à l'écran ou pas? Ça se voit à l'écran ou pas? Et alors, ça, tu l'as créé quand tu étais en France ou quand tu es venu au Maroc? C'est là où tu as démarré ça? Alors, moi, j'ai jamais rien créé en France. D'accord. Mais c'est pas des idées qui... Non, ça, c'est vraiment. Tu avais germé un petit peu. Ça, c'est venu sur le tas. En fait, quand on a créé Gymflix, dont je te parlais tout à l'heure, dit que l'application, là, on a switché un peu. Tu vois, nous, on était une agence d'événementiel sportif. Alors, oublie l'agence de voyage. L'agence de voyage, j'étais seul dedans, j'ai fait mon bout de chemin, etc. Mais le Green Challenge, on l'a fait à 3. Et après, on a créé une société qui s'appelle GC Sport. Et donc, on était toujours 3. Et c'est là où c'est sympa d'être 3. Parce que quand le confinement est arrivé, c'est là où on s'est dit, les gars, on va pas rester à se tourner les pouces. Et on s'est auto-motivé pour lancer Gymflix. Pendant que l'agence de voyage, j'étais tout seul à rédiger des articles, participer à des hackathons, passer à la radio, des trucs comme ça. Là, dans le sport, on a été actifs. On a créé une appli, on a créé un concept innovant, etc. Et on est passé en mode start-up. En mode start-up, parce que c'est toute ton approche qui change.
tu passes d'un événement qui est géolocalisé et qui est lourd en termes d'organisation à un concept où tu peux capter des milliers de personnes en une semaine. Ouais, c'est sûr. Et donc c'est là où ce mode startup intervient. Et donc là, on est rentré, c'est nous qui sommes entrés dans un incubateur d'abord. À Casa, qui s'appelle Bidaya, puis on a fait plein d'autres programmes, on a eu une boulimie de programmes, et après on est rentré dans un accélérateur, on a fait une levée de fonds, puis bref, il s'est passé plein de belles choses, c'était génial, et du coup moi j'ai découvert tout ce monde, et moi qui suis toujours très demandeur de tout ce qui se passe et ce qui pourrait se passer, je suis tout le temps dans et qu'est-ce qui pourrait se passer si du coup très vite les incubateurs où j'étais côté startup m'ont dit est-ce que ça te dirait pas de venir mentorer les startups du batch d'après. Je leur dis grave, moi j'ai hyper envie, c'est hyper intéressant tout ça, je peux essayer de faire profiter de mon expérience à moi, que ce soit dans cette startup naissante, bien qu'elle soit naissante, mais aussi mes projets d'avant, etc. Tes compétences d'avant. Et du coup j'ai commencé à faire ça, et très rapidement je me suis dit putain mais c'est fou en fait. On est à Casa et parfois on est autour de la table et sur 8 start-upers, t'en as 5 de Rabat. T'en as pas 3, ce qui serait déjà beaucoup. T'en as 5. Je me suis dit, mais attends, on est à Casa et les Rabatis sont en surnombre. Mais en fait, il y a des choses à faire sur place. Autant les grosses boîtes, elles sont à Casa et c'est plus compliqué de les faire bouger. Autant quand t'es dans l'entrepreneuriat, on peut très bien l'entreprendre à Rabat, et parfois même mieux, étant donné que toutes les décisions sont prises là-bas. Et du coup, je me suis dit, je vais créer un incubateur à Rabat, parce qu'il y a moyen de retenir des cerveaux ici, et qu'il y a moyen de faire des choses ici avec les locaux. Et au-delà de la localisation géographique, parce qu'à la limite, Rabat-Casa, c'est pas non plus... c'est à peu près c'est surtout le fait que moi, tu l'as dit, répétez-moi, mon délire, c'est le tourisme et le sport. Il y a, dans le monde de l'entrepreneuriat, on parle pas beaucoup de tourisme et de sport. On parle de fintech, on parle de santé, on parle d'énergie, on parle d'éducation. Au Maroc et dans le reste de l'Afrique de l'Ouest et dans le reste de l'Afrique en général, ça c'est des secteurs très à la mode dans tout ce qui est start-up, parce que c'est des secteurs en retard, et on se dit on va rattraper le retard grâce aux start-up. Les télécoms, on brûle des étapes. Les fintechs, parce qu'on brûle des étapes. Passer par le chéquier, la carte bancaire, le nanana, hop, paiement par téléphone, direct. Et du coup, le tourisme et le sport, on n'en parle pas. Et je me suis dit, moi, je vais en parler, c'est ce que j'aime. Et donc, j'ai créé Axelab en 2020. Là, on se rapproche. Plus ça va, plus on se rapproche. Et en 2020, et du coup, on a un combat. Après, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que quand c'est dynamique, quand il y a une demande, tu peux faire plein de choses en un minimum de temps. C'est pour ça que je te dis, le temps, il est ultra intense. Ça fait même pas un an qu'on existe. Quand on venait de se créer, je me rappelle, j'étais allé rencontrer un gars, j'avais dit j'aimerais bien me faire labelliser telle chose, etc. Il m'a dit ok, mais il va y avoir un set de labellisation dans pas longtemps, mais il faut que d'ici là tu aies déjà un peu de track record, tu vois. Je me suis dit un peu d'expérience et d'historique et de référence en 6 mois. Peu de temps, Et je me suis dit, ça va être chaud. Bon, on va essayer, on va faire de notre mieux. Mais en fait, on n'a pas arrêté. On a accompagné des tonnes de startups, on a lancé des batchs chantiers, on a participé à des programmes proposés et financés par des bailleurs de fonds étrangers. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Et j'ai pas fait que du sport et du tourisme, par contre, parce que c'était ça la vraie difficulté. C'est pas un marché suffisamment mature pour faire des programmes et des programmes qu'avec des gars qui entreprennent dans le sport ou qu'avec des gars qui entreprennent dans le tourisme. Donc il y avait de tout, il y avait de la cosmétique, il y avait du VTC. D'accord. C'est vrai que les transports, c'est un domaine qui commence à bien popper. Il y a un gros manque. Il y a un gros manque, c'est sûr. Et du coup, il y a plein de trucs à faire. Et tu as des belles startups, tu en as de plus en plus. Mais tu conseilles quoi aux gens? Tu sais, j'ai envie de dire, au Maroc, il y a des gens qui ont des idées. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Mais c'est l'étape de juste après d'en parler à tes potes qui te disent « Ouais, elle est géniale. » Et j'ai l'impression qu'elle meurt dans l'œuf. Et beaucoup de gens ont du mal à passer à l'étape suivante. C'est-à-dire l'idée, tu en parles à tes copains, avec tes copains, et tout le monde te dit « Elle est bien, elle est bien. » Et en général, on se fait rattraper par la vie et cette idée, elle aboutit jamais. Donc c'est quoi? Est-ce que tu penses pas que c'est l'étape la plus compliquée, c'est-à-dire de commencer à investir, à se mettre autour d'une table? Carrément. Tu sais, moi, tous mes potes m'ont toujours dit que j'étais un éternel optimiste, genre, au point de se moquer de moi. Tu vois. Genre, moi, j'ai une copine, elle me dit, toi, je te demande même plus comment c'était. C'était génial, c'était super. Et ça, c'est bon. Comment c'était? Mais même comment ça va être? Ça va être encore mieux, vraiment bien. Et du coup, dans le business, ça n'a pas changé. Moi, j'ai toujours été ultra optimiste. Allez, on trace, on fonce. Et très récemment, je me suis retrouvé dans des conversations, tu sais, où ça parle
business, mais de façon un peu creuse. Ouais, voilà. Et je me suis retrouvé à jouer l'oiseau de mauvais augure. Tu vois. Et je me suis dit, c'est marrant, finalement, ça fait, tu es passé de l'autre côté. Mais pourquoi ? Pas parce que j'ai changé, moi je suis toujours aussi optimiste. Mais parce que tu as affaire à des gens, tu vois, qui sortent pas les doigts du cul. Et ça parle. C'est que et je les entendais, ils parlaient de projets. Complexe, hein. Le projet, faut être super solide et super costaud. Et ils disaient, j'ai chaud, moi je connais la bonne personne qui peut te mettre tu fais ça, tac, tac. Tac, tac. Tu sais tout ce que tu as résumé en tac, tac. Et je lui ai dit, mais non, mais ce que tu dis, c'est 4 ans de boulot, là. Et les gens se rendent pas compte. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Tac, 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 ça lui a tout. Ça lui a pris une phrase. C'est le tac, tac qui a tué l'idée. S'il avait réalisé ce que renfermait tac, tac, on va conceptualiser tac, tac. Non, je suis d'accord. Et puis, juste faire des études de marché, mettre des chiffres. Combien ça va te coûter ? Par exemple, les gens me disent, je veux ouvrir un food truck. À l'époque, c'était à la mode, tout le monde voulait faire des food trucks. Je dis, OK. Mais il me dit, le burger, je l'achète à... il te jette des chiffres. Il n'est jamais parti, voir. Tu dis, le burger, je vais l'acheter à 20 dirhams, je vais le vendre à 45. 20 dirhams, d'où tu as sorti ce prix ? À peu près, gars. Tu dis, donc tu as rien fait, toi. Donc tu es en train de parler. C'est ça, le truc. Mais à la limite, même sans vraiment faire des études poussées d'un point de vue chiffre, parce que ça, c'est la dernière étape, à la limite. Après, tu iras bien voir sur le terrain combien coûte chaque chose, etc. Tu sais, moi, je suis même partisan d'une approche qui n'est pas du tout très académique et très structurée. Tu vois que ça marche. C'est que c'est rentable. Vas-y, fais-le. Si ça existe déjà, c'est que c'est sûr que c'est rentable. Fais-le et après fais-le mieux, fais-le différemment, fais-le ceci, cela. À la limite, c'est sûr que ça marche. Fais-le. Mais fais-le. Rends-toi compte de à quel point tu peux pas le faire seul. Du coup, il va falloir que tu recrutes. Déjà là, tu es rentré dans. Tu vois, rien que recruter ce mot-là, il est lourd, il est très lourd de sens. Dans la cour des grands, là. Tu vas devoir manager des équipes avec tout ce que ça implique, l'humain, l'organisation informelle. Tu sais, dans les business plans, dans la restauration, ils te prennent en considération Chfra. Il y a une marge, mais même dans les 20%. Bien sûr. C'est pas une petite truc, c'est pas. Dans les grandes surfaces, c'est pas 2-3%. Il y a la marge de 20% casse et de vol. de ce qui va disparaître. Et du coup, tout ça, c'est l'humain. Tu es obligé de le prendre en considération. Et là, le gars, il me parlait d'un projet, mais alors je te raconte pas, des trucs étatiques, tu vois. Et il disait, c'est tranquille et tout. Tu ramènes des camions, des pelleteuses, extracteuses. Pourquoi pas. On creuse, on va bien voir ce qu'on va trouver. Ah ouais, non, le gars. Donc tu as ça, et tu as aussi... parce que j'enseigne pas mal, et j'enseigne notamment l'entrepreneuriat. Et à niveau master exécutif, MBA, donc c'est pas des tout jeunes. Pourtant, j'ai quand même eu un gars, il avait une tête bien faite, il parlait bien, mais il me parlait de son projet, lui c'est un passionné de café. Il disait c'est quand même fou, dans le pays de l'Qahwa... Original. Justement, il disait c'est quand même fou, dans le pays de l'Qahwa, tu n'as pas un café qui se respecte en tant que tel. C'est pas faux. T'as que des mauvais cafés, et après, parfois tu as des cafés chers, mais pas pour le café. Et même dans les cafés chers, le café il est pas bon. Et il disait, moi je suis un passionné, j'aimerais ouvrir... Alors déjà, son cœur de business c'était les machines. Il disait, moi je veux faire des machines de café made in Morocco. Je suis, c'est gros génial, challenge, c'est ambitieux déjà. Gros challenge de ouf. Mais c'est là où il se perd un peu. Et il disait, j'aimerais à terme, donc il me disait au début, je vais vendre au café existant, mais après j'aimerais faire ma propre chaîne de café. Donc je lui dis, ok. Et après il me dit, mais moi j'ai envie de produire mon propre café. Je lui dis, ça y est, là, tu vas tout faire. Tu vas finir par le boire, ton propre café aussi. Et tout seul. Voilà. Et je lui dis, attends. Comment ça tu peux le produire ? Ça se produit pas au Maroc. Il dit, non, l'Amérique latine, je sais pas quoi. Oh, mais du coup, tu seras là-bas. Je lui dis, mais c'est un produit. Je dis pas que c'est impossible ce que tu dis. Tu vois, il y a des gars qui ont monté des empires. Je lui dis, mais on est quand même en 2021. L'époque où on montait des empires en 5 ans, c'est fini. Ou grâce au digital, sur des projets ultra innovants, ok, mais sur des cafés et des chaînes de café, je lui dis, c'est un projet de 3 générations que tu viens de me citer. Là. Et des gens, ils se rendent pas compte. Donc, et aussi le chiffre, le prix de ce que tu parles. Mais déjà, l'ingénieur qui va te faire la machine, tu crois que c'est ton mécano qui va te la faire ? C'est des études de marché. Il y a des trucs de base, les gens, ils s'en rendent pas compte. Du coup, je me suis retrouvé, moi, à faire le pessimiste. Tu vois. Enfin, pas le pessimiste, mais à dire aux gens... Mais le réaliste, quoi. On redescend sur terre. Exact. Je lui dis, mais ce que tu es en train de dire, là c'est hyper compliqué. Il te répond, mais on sait bien que c'est compliqué, etc. Je dis, mais non, c'est pas... Oui, certes, mais ce que tu dis, toi, c'est un autre niveau. Donc, les gens se rendent pas compte. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui restent à l'étape d'idée. Et c'est pour ça que moi. C'est pas plus mal, j'ai l'impression. C'est pas plus mal. Au moins, ils évitent de balancer je sais pas combien par les fenêtres. Exactement. Et moi, ça fait partie des choses que j'ai toujours mis au centre de mes choix d'entrepreneuriat.
je voulais à la fois des projets pas ultra chronophages, que j'allais pouvoir piloter de loin. Ouais. C'est pas encore le cas, je les pilote pas de loin du tout. Mais techniquement, tu peux. Alors qu'il y a des projets où c'est plus compliqué. Tu vois, la restauration, typiquement l'hôtellerie, si ton projet c'est d'ouvrir un hôtel, si t'es pas sur place, t'as intérêt à avoir mis des process béton et avoir recruté du personnel. Du personnel qui va te coûter cher, mais qui va te coûter cher, c'est ça le truc. Donc, dès que l'entre-deux où t'as un établissement sympa, mais qui reste familial, t'as pas réellement normalement les moyens de. Du coup, tu es sur place. Et c'est ce que je voulais éviter. Je voulais un truc pas chronophage. Toi, tu es dans la mobilité. Toi, dans la mobilité. Et des trucs qui sont pas du tout à forte intensité capitalistique. Tu vois, tu démarres avec 0 ou avec une imprimante et un ordi. Tu vois, t'as pas besoin d'investir. Et là, tu peux commencer à dire je peux faire ça, puis ça, puis ça. Mais si ça nécessite 7 millions de dirhams d'investissement, il te faut une équipe de 19 gars. Déjà, game over. C'est pas pour toi. Tu feras que ça. Tu ne dis pas je vais faire ça et après je vais faire ça aussi. Et puis le risque est tellement grand que c'est une grosse cartouche que tu vas tirer. Moi, je préfère tenter des trucs, tu vois, où c'est la communauté qui va la faire grandir, etc. Exact. Moi, c'est vraiment la perspective que j'ai. D'ailleurs, tu vois, par exemple, Uber, ils ne possèdent aucune voiture, Airbnb ne possède aucun appart, donc ils créent une communauté autour de quelque chose. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de répéter. Nous, on est passé sur 2M il n'y a pas longtemps pour l'émission. Et là, tu es sûr, ça reste entre nous. Pas de concurrence, excuse-moi. Cite pas de marque. et donc pour l'émission qui veut investir dans mon projet et c'est ce que j'arrêtais pas de dire et de répéter. Et bon, on était face à des gars ultra smart et ils l'ont bien compris, ils nous l'ont dit, on a bien vu que vous disiez, que vous avez beaucoup répété, que vous, votre force c'était votre communauté. Et en effet, c'est ce en quoi on croit par rapport à votre projet. La force de votre projet, c'est la communauté que vous êtes en train de créer. Ce n'est que ça, il faut que tu arrives à créer une communauté solide autour de toi qui croit en ton projet, et ça sera eux tes premiers ambassadeurs. Les fameux early adopters, c'est eux qui font que tu peux bâtir ensuite quelque chose avec ce socle solide là. Sinon, tu n'iras pas bien loin, quoi. C'est vrai que moi, à chaque fois que tu sais, alors j'entreprends aussi, je t'en parlerai en off, mais j'essaye de lancer 2 ou 3 petits projets, etc., à droite à gauche, et vraiment, je me dis, je fais pas le radin, mais je me dis, je veux pas un projet où ton seul atout va être tu vas ramener beaucoup d'argent. Je veux vraiment que ça soit... Et la communauté, c'est, tu sais, comme je te disais, voilà, Facebook, c'est gratuit, mais il crée une communauté. Et pourquoi moi, c'est un moment, je connaissais un mec qui me disait « Ouais, je vais faire un truc comme Facebook, mais mieux. » Je lui dis « Mais tu peux pas... C'est très difficile de concurrencer quelqu'un parce que le Facebook, sa force, c'est pas le... Il me dit « Mon site, je vais le faire, mon truc, il va être encore mieux. » Mais sa force, c'est pas le site. Sa force, c'est sa communauté. C'est des millions et des millions, voire des milliards de gens qui sont connectés. Et donc, tu peux faire un truc même mieux, les gens n'iront pas quand même parce que tous leurs potes sont déjà là-bas. Donc voilà. Mais ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. J'aimerais bien peut-être faire un deuxième truc. Putain, 1h25, 1h26. Ouais, pas mal. Ouf. Il y a du level, comme tu dis. Écoute, on va arrêter là pour aujourd'hui, mais c'était vraiment super agréable. Tout le plaisir pour moi. Et écoute, ça serait bien peut-être faire une deuxième partie, peut-être inviter des gens avec qui tu travailles et essayer On peut faire une deuxième partie avec toute la communauté. Avec toute la communauté. Écoute, on va libérer de la place, on va pousser 2-3 petits meubles et puis on s'arrangera. Bon, écoute, merci, c'était vraiment super. Ça reste entre nous. Et on se revoit très très bientôt. Ciao, ciao. Qui Jacques le thé, pas mal. Il est bizarre, mais il est bien. Le thé il est anisé un peu. Tu n'aimes pas l'anis. C'est bon. Mais j'ai bien aimé tout le reste.